j'annonce un TJM aux alentours de 1400, 1600 euros jour. Pour donner un ordre d'idée, sur de la facturation 2018-2019, c'est des années autour de 135 à 140 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Parce qu'en fait, on travaille plus, quand tu dépasses un certain seuil, tu travailles plus sur un TJ facturé, mais tu travailles sur un calcul de la valeur ajoutée. Moi, j'ai des clients qui m'ont déjà payé 5 000 euros pour une heure de boulot. Et en fait, ils n'ont jamais eu l'impression de me payer 5 000 euros pour une heure de boulot. En fait, ils avaient un problème qui leur coûtait 50 000 euros. Et moi, je leur ai fait une promesse que j'allais le résoudre. Moi, ça m'a coûté une heure de boulot. Et je leur ai demandé 10% de ce que ça leur coûtait. Donc, j'ai divisé par 6 mon chiffre d'affaires en 10 jours. Ouais, comment tu aborderais le sujet de l'automatisation de manière générale et pragmatique ? J'espère que vous êtes encore là et que vous écoutez encore, parce que c'est sûrement le truc le plus intéressant de ce qu'on va dire là. Avant de commencer le podcast, petit instant, publicité. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, j'ai fait et je propose aujourd'hui plein d'accompagnements. Que vous soyez encore salarié et que vous souhaitiez passer le pas, mais vous ne savez pas trop comment démarrer, vous ne savez pas quel statut juridique choisir, vous ne savez pas comment négocier votre départ avec votre employeur, tous ces sujets-là, on en parle dans la formation. On parle aussi de comment trouver des clients, comment gérer sa relation client, comment gérer les conflits lorsque le client vous demande sans cesse des changements sur les travaux que vous avez déjà faits. Et on parle même d'investissement, que ce soit d'immobilier en bourse ou même de comment scaler son activité de freelance, comment faire de l'apport d'affaires, comment sous-traiter, etc. Donc on couvre vraiment tous les sujets auxquels vous pouvez être confronté en tant que freelance. Il faut savoir que cette formation-là, elle est entièrement finançable via vos fonds d'assurance formation. Vous cotisez, sachez-le, en tant qu'entrepreneur individuel à ces fonds-là. Et vous avez droit à une enveloppe tous les ans qui avoisine les 800 à 1400 euros. Cette enveloppe-là, elle est différente du CPF encore. Elle se renouvelle chaque année et vous la perdez si vous ne l'utilisez pas puisqu'elle n'est pas cumulable. Voilà. Donc moi, je vous invite, si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, à regarder le lien en description pour voir si ça peut éventuellement vous intéresser. Sachez qu'il nous reste encore quelques places, qu'on a vraiment créé une communauté où on s'entraide et où on se fait même de l'apport d'affaires entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Je ne vous embête pas plus longtemps avec mon petit message de pub. Retour au podcast. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir, Pierre. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien oui, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Pierre Amelot et je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Je vais vous la refaire rapidement pour tous ceux qui écoutent et qui ont peut-être jamais entendu parler de moi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait mes premières lignes de code à 13 ans en me posant la question de comment ça fonctionnait derrière un site internet. À l'époque, j'ai appris ça avec le site du zéro, qui maintenant s'appelle Open Classroom. J'ai eu l'occasion de faire du HTML, CSS, un peu de PHP, toucher à pas mal de choses et tout ça en parallèle du collège, parce qu'à 13 ans, j'étais au collège. À 16 ans, j'ai eu l'opportunité de créer le site de mon libraire. Et voilà, la discussion avec lui, j'ai échangé et on s'est rendu compte que à l'époque, ce serait intéressant de pouvoir mettre l'ensemble des livres qu'il avait sur Internet. Donc, si je remets un peu le contexte, on est aux alentours de 2005-2006. Et l'année suivante, j'ai créé ma première entreprise, ma première start-up, un entrepreneur qui a une dizaine d'années plus que moi, qui est venu me voir, qui est un ami à un de mes frères, et qui m'a dit « Pierre, j'ai une idée. J'ai un projet, mais j'ai pas les compétences techniques. Est-ce que tu veux bien le développer pour moi ?» Et je lui ai dit « Ok, go, on y va. » Et donc, entre mes 17 et mes 19 ans, en parallèle de ma terminale et ma première année d'études supérieures, j'ai développé sur mon temps libre un projet de start-up. Aujourd'hui, on vous dirait un copy-paste de Le Bon Coin, sauf qu'à l'époque, Le Bon Coin n'existait pas. Et donc, globalement, un site de petites annonces généralistes. Alors, le cherchez pas, il n'a jamais été mis en ligne. J'ai bossé pendant 2 ans, j'ai fait des choses, j'ai appris énormément de choses. Et puis, on s'est pris un mur à la fin parce que on a juste par les moyens. C'est coûteux, il faut arriver à toucher les bonnes personnes. Et puis, le projet rend humble parce qu'à la fin, c'est un mur, ça marche pas et il n'y a pas de résultat. Et puis, moi, je l'avais dit à cet associé, premier associé de l'époque, mes études sont prioritaires. Et il y a un moment, on n'avait pas les moyens d'embaucher d'autres profils tech. Moi, je suis en première année d'études supérieures. J'aime beaucoup ce que je fais. Je fais des réseaux, de l'informatique, des télécoms. Et je ne veux pas arrêter mes études pour un projet qui
de toute façon a du mal à décoller. Donc mes études prennent le pas sur ce projet entrepreneurial. Et depuis, globalement, après une formation IT, tech, j'ai fait aussi de la compta et du droit, et j'ai appris énormément de choses sur le monde de l'entreprise d'un point de vue théorique. J'ai eu l'occasion de faire plein de choses dans le monde des sociétés de services, des agences web, et entre autres de créer 6 entreprises. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, je suis à nouveau indépendant. Freelance, j'ai eu une société avec jusqu'à 17 salariés, plutôt dans le monde de l'édition de logiciels, des agences. Voilà. Donc, si je résume, mon métier depuis 15 ans, c'est d'aider des dirigeants et des dirigeantes à trouver des solutions à leurs problèmes. Avec une particularité, c'est peu importe quel est le problème, j'aime bien trouver des solutions, industrialiser des processus. Je vais dire que ça, c'est ma première casquette. Et ma deuxième casquette, c'est aider des humains à grandir. Moi, ce que j'aime, c'est arriver dans une boîte, me rendre compte qu'il y a des problèmes, d'écouter les équipes avec lesquelles je suis en collaboration, et de me poser la question de comment on peut trouver une solution pour les aider à sortir de ce problème-là par le haut. Alors, ça peut être la mise en place d'un nouvel outil, ça peut être prendre un peu de recul. Moi, j'ai certains dirigeants, après avoir commencé la mission, la première chose que je leur dis, c'est il est temps que tu prennes 15 jours de vacances, parce que en fait, ça fait 3 ans que tu n'en as pas pris et que là, c'est le moment. Donc, des fois, je fais des choses assez simples, et puis des fois, c'est comment je fais pour ouvrir un nouveau bureau dans un nouveau pays, comment je fais pour multiplier le nombre de banques parce que je dépends d'une seule banque et j'ai des soucis, ou comment je fais pour arrêter de faire des saisies de ma compta à la main et comment je peux l'industrialiser. Voilà. Donc pour moi, l'alliance de l'humain d'un côté et de la technique de l'autre, en sachant que je suis un touche-à-tout et que je suis un généraliste, et qu'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et j'ai pas de certitude, j'essaye, on teste, et j'ai jamais la solution quand on vient me voir et qu'on me dit Pierre, j'ai tel problème dans mon entreprise, j'ai tel enjeu, j'ai quelque chose qui me bloque. Je suis pas là avec une baguette magique en disant attends, laisse-moi 5 minutes et je reviens avec une solution magique, mais par contre j'ai un plan, un chemin, et pour moi c'est ça entreprendre. C'est ok, j'ai une idée, je te propose qu'on le fasse d'une certaine manière, commençons à cheminer ensemble, on essaye, puis à un moment on va se rendre compte qu'on arrive sur un cul-de-sac, on va revenir en arrière, on va prendre un deuxième chemin, et puis au final on aura avancé et on aura appris des choses. Et aujourd'hui, ce qui m'aide, c'est de m'appuyer sur 15 ans d'expérience et 15 ans d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat aussi dans certaines structures. Et voilà, j'ai touché à plein de choses et je m'amuse énormément au quotidien, et c'est vraiment ce qui, moi, est mon moteur avant même de... J'ai un prospect, qu'est-ce que je vais pouvoir lui facturer? C'est est-ce que cette mission m'intéresse, et est-ce que quand je vais me lever demain matin ou la semaine prochaine, j'aurai encore envie de bosser dessus? Si oui, j'y vais, sinon j'y vais pas, quel que soit le chèque qui est en face. Il n'y a pas un montant auquel tu dirais oui? Non. Et il y a même des missions très bien payées qui se sont arrêtées au milieu de la mission parce que c'était pas possible d'un point de vue adéquation dans les valeurs. J'ai certaines structures, c'est assez rare. Ça m'arrive je dirais 1 an et demi à 2 ans d'accepter une mission que j'aurais pas dû. Tu sais, la petite voix qui te dit non mais faut pas y aller en fait. Faut pas y aller, il y a un truc qui est merdique. Et puis tu te dis c'est quand même, je vais essayer de nouvelles choses, c'est une industrie intéressante, ou des fois le montant du chèque. Et en fait, à chaque fois je me dis juste, il aurait fallu que je m'écoute. Alors c'est jamais grave et ça ne porte jamais à conséquence. C'est qu'une question d'argent, mais par contre. Il y a un sujet qui est important, c'est si je me lève le matin en me disant en fait la journée que je vais vivre là, j'ai pas envie de la vivre, c'est qu'il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, j'ai une chance, alors une chance que je provoque, mais j'ai une chance, c'est que je peux choisir mes clients et que je travaille avec, on va dire, entre 10 et 20 clients par an. Donc, je suis plus sollicité que de temps que j'ai dans mon agenda. Et j'ai aussi fait un choix, il y en a qui courent après le plus gros chiffre d'affaires. Moi, je cours après le temps libre et la possibilité, non pas d'aller boire des mojitos au bord de la plage, parce que je le fais sur mon temps libre et avec grand plaisir, mais globalement, je travaille comme un salarié classique, on va dire l'équivalent de 21 jours ouvrés par mois. Je prends 5 semaines de vacances par an. Et c'est simple, mes vacances sont calées sur celles de ma femme. Ma femme, elle est salariée dans une boîte plus classique. Elle choisit nos dates de vacances et je prends les mêmes vacances qu'elle. Et puis des fois un peu plus pour aller faire une retraite, pour sortir, aller voir un événement, une conférence. Mais en dehors de ça, je travaille classiquement. Par contre, j'estime qu'en moyenne, les 3 dernières années, j'ai facturé 6 jours par mois. En moyenne. Tu peux nous donner une idée des montants, de combien tu factures, comment on appelle ça, une fourchette, ou qu'on se projette, qu'on ait un peu de contexte?
Pour donner un ordre d'idée, sur de la facturation 2018-2019, c'est des années autour de 135 à 140 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, alors 2020, c'est un peu particulier parce que 2020, je travaille avec beaucoup d'industriels et les industriels ont baissé le rideau pour certains chez mes clients pendant 3 à 6 mois. Donc, il y a eu un double facteur, certains qui ont mis au chômage technique 500, 700, 1000 salariés pendant 3 mois. Donc forcément, plus d'interlocuteurs dit plus de jours travaillés. Puis le deuxième impact, c'est que beaucoup de mes clients ont des enfants et quand ils avaient leurs enfants à la maison, au mieux ils étaient à mi-temps. Et donc forcément, il y a des projets qui passent à la trappe et qui sont pas prioritaires. Donc je fais une année 2020 à 50% de mon chiffre d'affaires habituel, qui est une année un peu exceptionnelle. Et en moyenne, je facture. Alors mon taux journalier moyen, mon TJM, celui que j'annonce, jusqu'à mi-2020, puisque j'ai changé mon mode de facturation courant en 2020, j'annonce un TJM aux alentours de 1400, 1600 euros jour. Et c'est un TJM plancher. C'est-à-dire que des fois, les journées sont facturées plus cher selon les contraintes ou les enjeux de la mission. Donc ça, c'est un premier sujet. Et surtout, je peux me permettre de bosser sur ces sujets-là parce que je suis directeur de projet. Globalement, c'est la case dans laquelle je rentre, directeur technique à temps partagé, directeur marketing à temps partagé. Et un client classique, je me suis rendu compte que c'était 1 à 2 jours par mois pendant 12 mois. C'est-à-dire que j'ai aucun client qui m'achète 5, 10, 20 jours dans un mois, c'est pas possible. Et ce qui me permet d'avoir 3 à 4 clients en parallèle. Donc voilà pour les chiffres. Et globalement, je me suis rendu compte que avec certains clients, je rentrais dans des comptes d'apothicaire. Parce que tu te rends compte, quand je lui facture 1 jour et demi par mois en moyenne, je passe déjà, par exemple, un demi-jour par mois à lire des mails. Parce que pour être au courant de ce qui se passe dans la boîte et pour faire mon boulot correctement, je suis censé être en copie de pas mal de choses, de les lire, de réagir, de dire mais attendez, je comprends pas, vous avez pris telle décision de migration vers un outil, vous voulez utiliser telle nouvelle plateforme ou vous voulez restructurer votre équipe de développement de telle manière. Donc moi, mon rôle, il est de lire ces mails, de réagir et potentiellement aussi de répondre à des questions. Et globalement, la plupart de mes sollicitations de mes clients, c'est des sujets qui vont durer entre un quart d'heure et une demi-heure. C'est salut Pierre, je me suis réveillé ce matin avec telle idée, et avec tout le contexte que tu as de ma boîte, parce que ça fait 6 mois que tu bosses avec moi, est-ce que tu peux m'aider à me dire si la décision que je vais prendre, elle est bonne ou pas? En fait, je sers de cerveau externalisé. Et la plupart du temps, mon rôle, il est d'aller chercher la petite bête, de dire à mon interlocuteur, mais en fait, tu as pensé à tel problème, tel problème, tel problème, tu as vu telle opportunité, ou tu n'as pas oublié telle opportunité, ou tu n'as pas oublié tel coût caché. Et bien souvent, on me dit ah Pierre, j'ai vu tel logiciel, on va mettre en place une campagne marketing. Et puis je dis ouais, mais tu as oublié l'achat de trafic, puis la production du contenu. Est-ce que si je te mets ces variables en plus dans ta réflexion, tu es prêt à prendre la décision? Voilà. Et j'ai de la chance parce que j'ai de la chance. Encore une fois, la chance, elle se provoque. On reviendra sur la notion de chance après. Mais aujourd'hui, mon métier, pour faire simple, c'est de murmurer à l'oreille de mes clients. Moi, j'ai une particularité, c'est que dans mes contrats, il est marqué noir sur blanc que je ne fais pas d'opérationnel chez mes clients. Je ne fais pas de slide, je ne fais pas de présentation, je ne produis aucun contenu. Voilà. Alors, j'ai une approche que moi, je vous conseille à tous de mettre en place, c'est under promise, over deliver. C'est pas parce que vous l'avez pas contractualisé que vous pouvez pas le faire de temps en temps. Mais par contre, j'en suis pas tenu par contrat. C'est-à-dire que de temps en temps, je rends service. Je vais prendre un cas pour illustrer. J'ai accompagné une maison de joaillerie il y a 2 ans que j'ai aidé à passer de full retail, donc 600 points de vente en France, à comment je vends sur Internet avec un site e-commerce. En sachant que le sujet, c'est je veux pas un site e-commerce. Je veux un site e-commerce qui crache du chiffre d'affaires. Et faut savoir que cette marque de joaillerie appartient à un grand groupe industriel français et que ce grand groupe industriel ne sait pas ce que c'est qu'Internet et ne sait pas ce que c'est que le marketing. Et ils sont honnêtes sur le sujet. Pour eux, ils ont, si tu tapes le nom de leur marque, ils n'existent pas en fait. Parce que c'est une boîte très discrète. Mais ça n'empêche que c'est un fleuron de l'industrie française, une boîte qui a 80 ans et qui fait très très bien son travail. Sauf que aujourd'hui, si tu veux acheter leurs produits, tu vas chez des revendeurs. Ils savent pas vendre en direct. Là, la première chose que j'ai fait, c'est que je leur ai recruté une directrice e-commerce. Alors, un directeur ou une directrice, il s'avère qu'on a recruté une femme. Et que le directeur commercial, quand on a commencé la mission, m'appelle et me dit Pierre, j'écris quoi dans la fiche de poste? Tu peux m'aider à l'écrire? Et là, je lui ai dit écoute, tu t'embêtes pas, je vais écrire la fiche de poste. Donc, c'était pas prévu dans la mission, mais ça n'empêche que, under promise, over deliver, l'idée, c'était de lui apporter de la valeur à ce moment-là.
et lui dire, OK, je vais faire les premiers entretiens, je vais t'enlever cette épine du pied parce que je peux comprendre que toi qui as l'habitude de gérer une flotte de commerciaux sur le terrain, tu saches recruter un commercial, mais par contre, tu ne saches pas recruter une directrice marketing ou une directrice e-commerce, et c'est normal. Donc, à ce moment-là, je l'ai aidé à écrire cette fiche de poste, je me suis assuré que ça correspondait, et derrière, quand il l'a relu, il s'est juste assuré que j'avais pas dit n'importe quoi sur la boîte, mais il était incapable de savoir si les exigences qu'il y avait dans la fiche de poste étaient la bonne ou pas. Donc, et pareil, moi j'ai beaucoup aimé quand 10 jours plus tard, la DAF, elle m'a appelé, elle m'a dit Pierre, c'est quoi le salaire? Combien on va payer cette personne-là? C'était un vrai sujet aussi pour ces personnes-là de se dire mais on parle de quoi comme salaire? Qu'est-ce qu'on met en place? Intéressant. Tu as dit un mot qui a retenu mon attention. Tu as parlé de compte d'apothicaire avec certains clients. Tu as un TJM aujourd'hui qui est très haut par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Maintenant, tu ne fais pas des missions en temps plein, donc ça représente peut-être une enveloppe budgétaire qui reste relativement faible, entre guillemets. Quelques dizaines de milliers d'euros par an, voilà, pour un client. Quand même. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est est-ce que en ayant ce genre de TJM, tu n'as pas enlevé quelque part de manière naturelle un certain nombre de clients avec lesquels tu travaillais auparavant? Est-ce que c'était par choix aussi, j'imagine, de se dire, OK, cette typologie de clients-là, peut-être les TPE ou les solopreneurs, j'ai pas envie de travailler avec eux parce que non seulement les sujets ne m'intéressent pas, mais en plus de ça, ils ont des budgets qui sont pas suffisants pour mon fonctionnement aujourd'hui. Et du coup, quelque part, ton TJM a recentré ta cible client. Ou est-ce que tu as fonctionné différemment peut-être? Je pense pas que mon TGM ait touché à ma cible client. Ma cible client, globalement, quand je vais chasser, c'est des PME qui font entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'estime que les problèmes sur lesquels je travaille sont pas suffisamment importants et font pas suffisamment mal pour que je puisse apporter de la valeur. Alors, entendons-nous, hein, j'ai pas mal de clients qui font entre 1 et 10 millions, mais moi, quand je vais aller les chercher, je vais plutôt aller chercher des boîtes qui font 10, 20, 30, 40, 50 millions. Et l'industriel dont je parlais tout à l'heure fait 45 ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a du potentiel à faire 5, 6, 10 millions en plus d'une année sur l'autre. Et donc, il y a un potentiel de croissance, surtout quand on commence à mettre du web marketing. Et moi, aujourd'hui, je calcule pas le TJM, en fait. Ce que je calcule, c'est le prix du projet. Et globalement, pour faire simple, je bosse sur des projets à partir d'1 million d'euros par an. C'est-à-dire que je ne parle pas d'1 million d'euros que je facture de mes honoraires. Je parle d'un projet global dans lequel il va y avoir potentiellement une refonte de site, de l'achat de trafic, de la mise en place d'outils marketing, de la mise en place d'une équipe de développement, etc. Et sur un projet à 500 000 euros ou sur un projet à 1 million d'euros, moi j'estime que mon coût il est aux alentours d'une dizaine de pourcents. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule et mon approche en 2020. Pour donner un ordre d'idée, sur les dernières années, j'ai décidé de manière absolument arbitraire d'augmenter mon TJM de 200 euros au 1er janvier de chaque année. C'est-à-dire que je suis passé de 1000 à 1200, puis de 1200 à 1400, de 1004 à 1600, et juste l'année dernière, je suis pas passé à plus, tout simplement parce que j'ai décidé de passer au forfait. Et mais il y en a qui m'ont dit dans mon entourage, Pierre, pourquoi ce chiffre arbitraire? Alors moi, je leur ai répondu parce que c'est rond, c'est facile. T'aurais pu dire 100 aussi. J'aurais pu dire 100, mais c'était complètement arbitraire. Et c'est simple, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir un TGM élevé sur le marché, tout simplement parce que je suis entouré de gens qui ont, pour une grande partie, un TGM plus bas que moi sur le marché, qui vont facturer 500, 600, 800, 900 euros jour. J'ai l'impression qu'il y a un seuil psychologique à 1000 euros pour beaucoup. Et en même temps, je suis aussi entouré de gens qui facturent 2500, 3000, 4000 euros jour. Parce qu'en fait, on travaille plus, quand tu dépasses un certain seuil, tu travailles plus sur un TJ facturé, mais tu travailles sur un calcul de la valeur ajoutée. Moi, j'ai des clients qui m'ont déjà payé 5000 euros pour une heure de boulot. Et en fait, ils n'ont jamais eu l'impression de me payer 5000 euros pour une heure de boulot. En fait, ils avaient un problème qui leur coûtait 50 000 euros. Et moi, je leur ai fait une promesse que j'allais le résoudre. Moi, ça m'a coûté une heure de boulot. Et je leur ai demandé 10% de ce que ça leur coûtait. En gros, je leur ai dit, votre problème, il coûte 56 000 euros. Moi, je vous prends 10%, c'est-à-dire 5 000 euros pour le résoudre. Si j'arrive à le résoudre, je vous facture 5 000 balles. Et j'ai bossé une heure. Aujourd'hui, globalement, moi, à partir de mi-2020, ce que j'ai mis en place, quand j'ai vu que le business évoluait et que j'avais envie de faire un petit peu les choses différemment, le fait d'avoir ce premier confinement m'a permis de me poser, d'avoir plus de temps, puisque, pour être complètement transparent, 10 jours après l'annonce du premier confinement, au mois de mars, j'ai toutes mes missions clients qui s'arrêtent, les unes après les autres. Et donc, je passe
on va faire simple, 12 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne à, pendant le premier confinement, les gros mois, je faisais 2 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai divisé par 6 mon chiffre d'affaires en 10 jours. Donc là, il y a un moment, tu as deux choix. Hein. Soit tu arrêtes tout et tu vas chercher un job. Et tu te dis, c'est pas fait pour toi d'entreprendre. Sauf que je suis entrepreneur depuis longtemps et je suis passionné par ce que je fais. Et donc, je me suis dit, OK, tu as deux choix. Soit tu te mets dans un coin et tu pleures. Soit tu te retrousses les manches et te poses la question de c'est quoi la suite. Et je me suis dit, OK, je pars du principe que mon métier, de la manière dont je le fais depuis 15 ans, ça marchera plus jamais. J'ai pris un extrême. En fait, je fonctionne bien avec les extrêmes. Et j'ai réfléchi à partir de ça en disant, si je prends la situation la pire possible, qu'est-ce que je deviens demain? Et honnêtement, la réponse, c'est si vraiment je dois aller me trouver un job que je vais appeler alimentaire, je redeviens tech, en fait. Je redeviens développeur. Sachant que je suis un très mauvais développeur parce que je développe pas au quotidien. Donc, à un moment, il y aura toute une phase de réadaptation. Et je me suis dit, OK, en fait, je suis en sécurité parce que j'ai de la chance d'être dans des métiers où il y aura toujours de la demande. Et si jamais demain, je deviens développeur, qui est mon job alimentaire, en fait, j'aurai quand même de quoi vivre. Donc, OK, il n'y a pas de stress. J'ai de quoi voir venir pendant 12 mois. Maintenant, j'ai 12 mois pour remettre mon business model à plat. Et là, je me suis rendu compte que avec une approche forfaitaire où je fais une approche globale pour mes clients et je suis plus en train de dire en fait je vais te facturer un jour et demi, 2 jours par mois, mais plutôt OK, tu me donnes la taille de ton projet, ton chiffre d'affaires et à partir de ça, je te propose un forfait mensuel. Et tout illimité dans le cadre de la lettre de mission qu'on a définie ensemble. Et la limite, elle est sur quoi? Elle est que je ne fais pas d'opérationnel. Je ne suis pas chef de projet. C'est soit chez le client, soit un chef de projet freelance avec lequel je travaille. Et je ne fais pas d'opérationnel derrière. Donc, en fait, moi, pour quelques heures de boulot avec mon client, je suis capable d'occuper plusieurs personnes à temps plein. J'ai déjà des clients qui m'ont dit Pierre, tu me montes une stratégie marketing, tu m'as mis 10 bullet points dans un mail, tu dis que tu vas occuper mon équipe pendant 12 mois. Admettons que dans 8 mois, on est terminé. Problème. Dans 8 mois, je te remets 5 bullet points pour que tu finisses l'année. C'est-à-dire que moi, j'ai des équipes où en passant quelques heures ou quelques dizaines d'heures de boulot, je suis capable de donner du boulot à 5 ou 10 personnes pendant 12 mois. Donc, autant te dire que si dans 3 mois, ils reviennent me voir en me disant on a fini tout ce que tu nous avais dit de mettre en place, on fait quoi maintenant? Pas de problème, je repasse à nouveau quelques heures ou quelques dizaines d'heures pour leur reposer la suite du plan stratégique. Et en fait, la plupart du temps, on le fait de manière intelligente. Je passe jamais 10 heures ou 15 heures d'un coup. On fait un point toutes les semaines chez un client qui va me prendre 1 heure et demie. Et à partir de là, on met en place tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et moi, je structure chez les équipes. Le plus gros du boulot, la plupart du temps, quand j'interviens dans une boîte, c'est les 4 à 6 premières semaines où je fais l'audit. En gros, c'est des interviews de tout le monde dans la boîte. Vous faites quoi? Vous êtes qui? C'est quoi vos enjeux? Et à partir de ça, en fait, moi, je commence à poser un plan opérationnel. En ce moment, j'accompagne une PME industrielle. Ça paraît bête, hein. PME qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 15 commerciaux sur le terrain, ils n'ont pas de CRM. C'est une boîte qui a 23 ans. Il n'y a pas de CRM. Et ça fonctionne. Et les commerciaux, ils vendent. Et ce qui est hallucinant, c'est que les produits sont de qualité. Ils sont 30 salariés. Dans les 30 salariés qu'il y a sur cette PME française, il y en a 6 qui sont là depuis plus de 20 ans. Et ils sont compétents. Et les gens, quand tu leur demandes de parler de leur boîte, ils sont passionnés. À côté, ils sont juste pas outillés. Il n'y a pas d'outils. Ça n'a jamais été mis en place. Et là, le sujet, c'est quel CRM on met en place. Alors, c'est un des sujets. Le CRM, les outils de marketing. On a une refonte d'un site internet en cours parce que, pareil, il y a 2 ans, il y a une graphiste qui est dans la boîte, qui a été faire une formation financée par son OPCO et qui, après 5 heures de formation, a monté un site sur Wix. Alors aujourd'hui, moi, quand je discute avec des spécialistes du marché, ils rigolent qu'on ait fait un site sur Wix. Sauf que je leur dis, remettez le contexte. On est dans une boîte qui ne connaît rien Internet, de quelqu'un qui est graphiste print et qui a fait du mieux qu'elle peut. Et je peux vous dire que, honnêtement, quand on voit le site Internet et qu'on remet le contexte, le site, il est bien. Alors, faut être bien, honnête, Wix. Faut être honnête. Pour générer des leads, Wix n'est pas suffisant et dans quelques semaines, le site, on va juste le mettre par terre parce qu'il ne correspond pas du tout aux attentes qu'on a aujourd'hui et qu'on a des enjeux à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en plus dans cette PME et que je ne peux pas le faire avec le site qu'on a aujourd'hui. Mais il y a un moment, je veux remettre du contexte et aujourd'hui, je n'ai pas de site propre. On a une stratégie qui est à zéro. On a une directrice marketing qui est arrivée il y a 4 mois et qui est en train de faire tout ce qu'elle peut pour remonter la structuration. Et là où moi j'hallucine, c'est qu'en fait, c'est des pépites, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout à faire. Il y a un champ, un boulevard devant nous. Et en même temps, quand tu discutes avec les gens et quand tu regardes les produits, tu fais OK, en fait, ils maîtrisent leur métier, ils sont passionnés. On a des produits qui sont faits en Europe, ultra quali. On a un processus industriel qui est magnifique derrière.
On va mettre les outils et on va les aider à monter une machine de guerre. Voilà. C'est vraiment super intéressant ce que tu dis parce que on baigne tellement, surtout en tant que dev, je pense, dans cet écosystème startup où on a toujours les derniers outils à la mode, etc. On n'a pas forcément la vision de ces entreprises qui ont traversé le temps, qui ont des années d'expérience, qui existent depuis belle lurette, qui sont toujours là, qui font un travail de qualité, mais qui n'ont pas forcément pris la marche du numérique et qui ont le potentiel finalement, avec tous ces outils numériques, de vraiment augmenter leur chiffre d'affaires de manière conséquente. Et les budgets. Et l'argent, et oui, bien sûr. Pour donner un ordre d'idée, cette boîte-là, son budget marketing, c'est 1,2 million cette année. Wow. Sur une boîte qui fait 10 millions. Et alors, faut juste savoir, on va remettre les trucs dans le contexte, ils viennent d'imprimer 18 000 catalogues papier. Avec les envois, ça fait 200 000 euros qui viennent de partir en catalogue papier. Mais c'est pas grave. Cette année, c'est comme ça et on fera mieux l'année prochaine. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le seul canal de vente. Ça, plus les commerciaux qui sont sur le terrain. Et t'imagines si demain, on prend ne serait-ce que 100 000 euros de ce budget et que je leur génère, je sais pas, 200 000 ou 300 000. Alors, je dis je représente une équipe avec des gens chez eux, des freelances. C'est pas Pierre tout seul qui va prendre 300 000 euros et les transformer en 1 million de chiffres. Mais globalement, c'est les ratios dont on parle. C'est-à-dire que moi, sur des boîtes industrielles comme ça, comme il y a tout à faire, on a les moyens. Quand je leur demande d'investir 100 000 euros à un endroit, c'est pas un sujet. Pour donner un ordre d'idée, la discussion que j'ai eue aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui avec la directrice marketing, c'est la répartition des 180 000 euros d'achat de trafic qu'il faut que je fasse sur un de leurs sites internet. Et c'est pas un sujet. Et 180 000 euros, c'est une partie du budget d'achat de trafic qu'on va mettre cette année. Et voilà. Et la question, par contre, c'est j'ai un site qui est pas optimisé, je dépends d'une maison mère qui a un site où j'ai pas la main dessus, j'ai des taux de conversion qui sont très faibles, comment j'optimise? Là où une startup va me dire, Pierre, si j'ai 10 000 balles de budget, c'est le bout du monde. Par contre, elle a optimisé son funnel de vente au pixel près et elle a léché le truc. Et limite, elle a passé trop de temps à l'optimiser et pas suffisamment de temps à trouver des fonds. Voilà. Donc voilà, moi j'aime ces boîtes qui sont en fait à l'ancienne, avec des gens qui ont envie que ça bouge, avec des dirigeants et des dirigeantes qui sont motivés. Et à côté de ça, j'accompagne aussi quelques startups, mais c'est juste pas les mêmes moyens. Je peux dire que quand j'interviens dans des startups et qu'à côté j'ai des budgets qui sont 10 fois ou 100 fois moindres, là pour le coup, je suis en mode système D. C'est passionnant. J'aimerais beaucoup te poser plein de questions dessus, du coup. Mais il faut qu'on parle de l'automatisation pour les freelances parce que c'était le sujet principal de notre échange. J'ai l'impression qu'on va devoir faire un autre échange. Oui. Donc, un petit peu de contexte. En tant que freelance, on vend globalement notre temps contre de l'argent. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu c'est presque ce qu'on fait tous quelque part, ou en tout cas la majorité des gens. On est tous dans cette dynamique. Et comme tu l'as dit, c'est pas scalable. On peut pas aller à l'échelle. On peut pas se cloner, malheureusement. Sinon, s'il y a quelqu'un qui connaît une machine de clonage, envoyez-la moi. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour mettre ces outils d'automatisation au service quelque part de l'augmentation de notre productivité quelque part, ou remplacer tout simplement des tâches qu'on fait au quotidien par des outils qui vont faire cette tâche à notre place et qui vont bien les faire? Alors, pour moi, il y a un préambule. Et le premier sujet, c'est de dire, il va falloir qu'on investisse un peu de temps et un peu de budget. Et pour être prêt à faire ça, il va falloir d'abord qu'on augmente nos ventes. Parce qu'en fait, si je suis capable d'augmenter mes ventes et qu'à un moment, j'arrive à un goulot d'étranglement, il y a un vrai sujet de comment j'optimise mon temps et comment je choisis mieux mes clients. Mais il y a quand en 2018-2019, j'explique aux freelances qui sont autour de moi que sur 140 000 euros de chiffre d'affaires, alors je peux te dire déjà, il y a la plupart qui tombent dans les vapes parce qu'en fait, c'est x2, x3 ou x5 de ce qu'ils font. Hein. Moi, je connais des freelances qui font 30 000 euros à l'année et quand je vais discuter avec eux, je leur dis, mais t'es à 250 euros au jour, on va commencer par faire un x3 sur ton TJ. Donc, il y a aussi un côté psychologique. Tu touches un point important, c'est que je pense qu'avant de s'intéresser à la scalabilité, il faut vraiment avoir ce problème de temps, en fait. C'est pas des de riches. C'est exactement ça. Je pense que encore qu'il y a des outils, je pense, qui s'adressent peut-être à tous les freelances, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, tant que tu n'as peut-être pas atteint les 10 000 euros par mois, ou en tout cas que ton volume de travail te permet de les avoisiner, c'est peut-être pas ultra pertinent que tu te demandes comment rentrer dans un processus d'industrialisation de... Alors bon, les 10 000 euros par mois, ils sont peut-être
entièrement Ouais, débattable. Mais je c'est pour connais donner des un ordre de grandeur, freelances. je pense. Tu vois, je connais des freelances qui se disent, moi en fait, je travaille, je travaille, je facture quelques jours par mois. Le reste du temps, bah, je m'amuse. En tout cas, je fais des choses qui permettent de développer mes compétences et j'ai pas forcément besoin de cet argent pour vivre, par exemple, parce que Mhm. c'est un choix de couple, parce que c'est une organisation, parce que j'ai de Exactement. l'argent de côté, parce que j'ai Pôle emploi et ça me permet de tester des choses avant de retrouver un job salarié. Donc pour moi, j'irai pas sur les 10 000 euros, mais j'irai surtout sur les trucs qui, dès que vous avez, en fait, quand tu commences ton activité de freelance, tu as du temps. Et quand ton activité, elle monte en puissance, tu as un peu plus d'argent et tu as beaucoup moins de temps. Et donc, en fait, au départ, ta valeur, c'est le temps. Et donc, ça sert à rien d'automatiser des trucs, ou alors que du temps, tu en as et que tu peux tester plein de choses. Donc, pour moi, le premier sujet, C'est très c'est bien dit, ouais. générer du chiffre d'affaires. Pour Mhm. moi, le premier sujet, c'est générer du chiffre d'affaires. Et générer du chiffre d'affaires, il y a un grand sujet de t'es qui et à qui tu vends. Et déjà, ça, c'est le truc de base. Et je sais qu'on parle pas encore d'automatisation, on va en parler juste après. Mais en gros, tant que tu n'es pas clair sur ton pitch, ta valeur ajoutée, à qui tu vends et qu'est-ce que cette personne va pouvoir acheter chez toi, ça sert à rien d'essayer d'automatiser parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir faire du volume. Et moi, je connais beaucoup d'indépendants qui, surtout quand ils se lancent dans les 18 premiers mois, les 24 premiers mois, en fait, papillonnent à droite à gauche. Et quand je dis papillonne, c'est pas, je critique pas, en fait, c'est normal. Moi aussi, régulièrement, moi, j'ai des périodes, en fait, de 6-12 mois où je teste plein de choses et puis après, j'ai des périodes où je me reconcentre et puis je cut énormément de choses. Et la question qu'il faut se poser derrière, c'est comment je fais pour générer suffisamment de chiffre d'affaires et suffisamment de demandes entrantes sur une offre qui est claire et ensuite bah derrière, comment je fais pour automatiser tout ça. Moi, la première étape et le premier outil qui m'a fait gagner énormément de temps, c'est la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que le temps que je passe par mail à faire des échanges de quelqu'un qui me dit Pierre, t'es dispo quand pour qu'on discute. Alors ce que je te propose, c'est la semaine prochaine, mardi. Bah, déjà, ça m'a pris 10 minutes, le temps de regarder mon agenda, etc. Mardi matin ou jeudi après-midi. Oui, mais alors je suis en vacances la semaine prochaine. T'aurais plutôt des créneaux la semaine suivante. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant le compte, 8 à 10 mails échangés pour pouvoir prendre un rendez-vous. Il y a quelques années, je dirais il y a 3-4 ans, il y a 3 ans peut-être en me remettant en indépendant, je me suis dit, OK, j'en ai marre. J'ai utilisé un outil alors qui s'appelle Meeting Bird, qui vient d'être intégré au sein de Front. Ils ont été rachetés, frontapp.com. Donc aujourd'hui, j'utilise Calendly depuis 6 mois. Et c'est super simple. C'est en gros, j'ai dédié un certain nombre de slots dans mon agenda. Alors pas tout mon agenda, hein. Mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi, de 14h à 18h et des slots de 30 minutes. Et quand ils sont pris, il faudra prendre la semaine suivante. Et globalement, ça, c'est dans ma boîte, c'est dans ma signature d'email. Et quand quelqu'un me dit ah, Pierre, est-ce qu'on peut discuter, je lui réponds en disant pas de problème, je te laisse prendre rendez-vous via le lien en signature. Et pareil, sur LinkedIn, quelqu'un qui me contacte et qui me dit est-ce qu'on pourrait discuter, j'ai peut-être un projet, pareil. Et en gros, mon Calendly, je pose les questions de base, je demande le numéro de téléphone, le prénom, le nom, l'entreprise. Et puis j'ai rajouté une question qui est hyper importante, c'est à quel sujet. Alors des fois, la personne me met un paragraphe de texte et des fois, la personne, elle me dit j'aimerais qu'on parle marketing automation ou j'ai besoin d'un devis ou j'aimerais faire connaissance. Moi, ça me va. Mais au moins, ça me remet un contexte. Et des fois, quand la boîte, elle me dit on est en train de lancer un projet dans telle industrie, on veut faire ça, potentiellement, ça me permet d'aller chercher. Alors, en général, c'est plutôt 5 minutes avant le rendez-vous, d'aller ouvrir quelques pages web, de regarder. Et puis, ce que je fais, c'est que je prends l'adresse email quand c'est une adresse pro, parce que certains me mettent des Gmail, c'est des choses qui arrivent. Et je vais aller voir le site de la boîte et je vais me poser des questions de OK, de quoi ça me parle, juste pour mettre un peu de contexte. Ok. Est-ce que Calendly est connecté à ton iPhone et est-ce qu'il y a bien une interconnexion? Je te pose des questions ultra pratiques, mais c'est un petit peu Oui, l'objet de l'échange, qu'on bien rentre sûr. vraiment dans le concret. Parce que, moi je m'imagine le scénario catastrophe. Il y a une personne qui prend plus ou moins à la dernière minute un rendez-vous sur Calendly le jour pour le lendemain. Tu n'es pas au courant parce que tu n'as pas dans ton agenda tu vois, le créneau qui apparaît. Ou est-ce qu'il y a des notifications qui te préviennent? Est-ce que tu peux nous concrètement comment Alors, ça se manifeste? Calendly, pour un solo entrepreneur, la version à 8 dollars par mois, elle est largement suffisante. Moi, je l'ai même pris à l'année, tellement, voilà, il y a un moment, c'est un basique. La première chose, c'est que je reçois un email quand la personne prend rendez-vous avec toutes les infos du questionnaire. Ça s'ajoute automatiquement dans mon agenda. Donc, mon agenda est bloqué, ce qui permet que le créneau puisse pas être pris par quelqu'un d'autre ou que moi, je puisse pas prendre un rendez-vous. Et puis,
Et puis c'est aussi une certaine, quand les gens veulent absolument prendre rendez-vous avec moi, je leur dis juste bloque mon agenda parce que quand il sera rempli, je peux pas me dédoubler. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, moi, j'ai relié avec Zapier et relié avec mon carnet d'adresses. Et donc, si toi, tu prends rendez-vous avec moi, bah, en fait, si je t'ai pas dans mon carnet d'adresses, ça va créer une nouvelle fiche avec ton prénom, ton nom, ton adresse email, celle que tu as mis dans Calendly, ton numéro de téléphone et pareil, celui que tu auras mis dans Calendly, et le prétexte que tu auras mis pour le rendez-vous, ça va se rajouter en note dans mon agenda. Et au passage, si le jour du rendez-vous, je cherche à t'appeler, bah, en fait, j'ai juste à prendre mon agenda, à cliquer sur ton nom et à lancer l'appel. Sachant que la plupart de mes rendez-vous, alors moi, j'ai fait le choix de, en gros, je t'appelle. Parce que sur Calendly, tu peux dire à la personne, je te laisse mon numéro, tu m'appelles. Et sauf que si la personne, elle oublie de m'appeler, bah moi, ça m'est arrivé aujourd'hui sur un Calendly de quelqu'un d'autre. J'avais pris un rendez-vous. J'avais un rendez-vous à 15h30 de quelqu'un. J'ai pas son numéro de téléphone. J'ai un Gmail. Je sais pas comment le joindre. J'ai attendu l'appel. Alors, faut être honnête, hein, j'ai pas attendu à rien faire. J'ai répondu à mes mails, j'ai continué à bosser. Et je me suis dit, est-ce que la personne va m'appeler? Donc là, je vais prendre le temps ce soir ou demain matin de lui renvoyer un petit mail en disant on a pris rendez-vous, j'ai pas tes coordonnées, j'ai pas pu t'appeler, apparemment t'as oublié. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et par contre, si j'ai le numéro de téléphone de la personne, bah, je l'appelle. Et après, après le rendez-vous il se fait. Et moi, ça me fait gagner un temps qui est juste colossal. J'estime que je prends une trentaine de rendez-vous par semaine de ce type-là, un type rendez-vous de 30 minutes, et vous faites 30 fois 10 emails en moyenne échangés, ça fait 300 emails en moins par semaine. J'ai une époque, je bossais avec une assistante administrative freelance qui, 80% du temps que je lui ai acheté, elle faisait de la réponse aux emails pour moi, et là-dedans, ce volume-là, c'était de la prise de rendez-vous. Et ça m'a fait gagner énormément de temps et puis du budget. Rappelle-nous donc, je crois que tu as parlé de 3 outils que tu as interconnectés, Calendly, Zapier et mon carnet d'adresses. Alors, mon carnet d'adresses, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder un outil qui s'appelle Contact Plus. Donc, vous l'écrivez en lettres, tout en lettres, contactplus.com. Avant, ça s'appelait Full Contact et ça a été racheté. Et en fait, Contact Plus, alors il y a une version iOS et il y a une version Android. C'est une application qui vient se mettre sur votre carnet d'adresses. Donc, en fait, ça ne vient pas supprimer votre carnet d'adresses. Que vous soyez sur iOS, que vous ayez un carnet d'adresses Google, ça vient se rajouter, se synchroniser dessus. Et ça vient faire pas mal de choses. Ça va vous permettre de gérer la déduplication de vos contacts, l'enrichissement de vos contacts. Et au passage, c'est très pratique. C'est un truc tout bête, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi mais que j'ai déjà sa fiche, en fait moi je vais juste dire à Zapier, tu crées une nouvelle fiche. Alors pour être honnête, je lui dis tu crées dans Contact Plus. En fait Contact Plus derrière va voir qu'il a 2 fiches avec la même adresse email et il va les merger tout seul, quoi. Donc ça c'est un gain de temps. Pareil, ça doit coûter $100 par an. Et puis dans les choses qui sont très pratiques, c'est le scan de carte de visite. En fait, je peux prendre en photo la carte de visite et il y a des humains qui font la transcription derrière. Ce qui est beaucoup plus puissant que la plupart des outils de scan que j'ai trouvés et qui me fait aussi gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc Calendly, Zapier et Contact Plus. Maintenant, si vous voulez pas utiliser Contact Plus, vous le liez votre Zapier directement avec votre carnet d'adresse iCloud ou votre carnet d'adresse Google Contact et ça marche très très bien. Ok, on mettra tous les liens et toutes les références dont on va parler, parce qu'il va y en avoir beaucoup, dans la description pour tous les gens qui veulent regarder ça de plus près. Deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, qui est, je pense, inhérent à tous les freelances, c'est l'envoi d'une proposition de devis. Ce devis est accepté ou non, donc il y a signature. 48 heures, donc évidemment, la signature, elle va peut-être pas être tout de suite. Il va y avoir 1 jour, 2 jours qui va passer, peut-être 3. Un système de relance. Donc, tu vas relancer ton client, tu vas faire ça à la main. Ensuite, une fois qu'il a validé le devis, potentiellement, tu vas envoyer une facture d'acompte, par exemple 30%. Cette facture va partir. Est-ce que il va falloir le relancer s'il n'a toujours pas payé cette facture. Et ensuite, voilà, tu as tout ce process, tu vois, qui est quand même assez long. Et en même temps, donc, comment l'automatiser, mais aussi, imagine que tu envoies un devis, la personne refuse ce devis ou te fait une autre proposition, enfin bref, il y a un couac, on va dire, et stopper aussi, enfin, une de mes peurs, ce que je veux dire, dans l'automatisation, et pour avoir testé certains outils aussi, c'est que souvent, quand tu lances un process, tu peux pas vraiment l'arrêter. Alors, j'ai certainement utilisé des mauvais outils, mais du coup, tu te dis, mince, est-ce que je vais pas faire mauvaise impression au client alors que je lui renvoie une relance
après qu'il m'ait dit que finalement le devis il intéressait pas, tu vois, tu te retrouves un petit peu dans une situation où tu veux pas faire mauvaise impression. Du coup, tu te dis ok, je vais tout faire à la main, quitte à prendre plus de temps, mais je veux pas passer pour un rigolo, quoi. Eh ben, c'est un très bon process et c'est une très bonne question parce que moi, c'est un point qui m'a travaillé pendant de nombreuses années. Et globalement, je vais reprendre mon process jusqu'à il y a quelques années. Globalement, alors moi, je pars du principe que c'est les fainéants qui ont raison dans ce monde et j'essaye d'être le plus fainéant possible et de faire les choses, en tout cas pas de les faire 3 fois. Moi, faire 3 saisies, voilà. Et donc, en gros, c'est comment aller au plus efficace, c'est comment passer le moins de temps possible avec le meilleur résultat possible en face. Et globalement, si je peux faire mon devis avec le client ou si je peux le faire par mon client, bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce que je fais quand quelqu'un me dit « Pierre, je suis intéressé, j'aimerais qu'on travaille ensemble », la première chose que je fais et qui est hyper importante et qui, là, pour le coup, n'est pas délégable de mon point de vue aujourd'hui, ou alors délégable par quelqu'un qui a le même métier que moi, c'est toute l'avant-vente. En gros, l'avant-vente, c'est une discussion avec mon prospect que j'ai qualifié en amont. Je me suis assuré qu'il avait la bonne taille, qu'on avait pour pouvoir travailler ensemble et que surtout, en face de moi, pendant l'avant-vente, j'ai quelqu'un qui a le pouvoir de prendre une décision. En gros, moi, en général, dans les PME avec lesquelles je travaille, j'essaye de travailler avec Dieu dans la boîte. Je vous ai dit tout à l'heure que je bossais avec des boîtes qui font entre 10 et 100 millions. Je vous ai dit pas moins de 10 millions parce que en dessous, les problèmes sont pas suffisamment, en tout cas, font pas suffisamment Coûteux. mal et on n'a pas les budgets. Voilà, coûteux. Et au-delà de 100 millions, c'est parce que c'est trop politique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, une boîte, j'ai bossé avec des boîtes comme Veolia, comme avec Nestlé, avec Quechua. Ces entreprises-là, si elles viennent me voir à nouveau et qu'elles me demandent qu'on travaille ensemble, je vais pas dire non. Mais par contre, c'est pas moi qui vais aller les solliciter parce qu'il y a de fortes chances que j'ai beaucoup de mal à avoir un interlocuteur qui est capable de signer un contrat et de payer une facture. Donc, quand c'est du entrant, je dis oui. Quand c'est du sortant, je fais surtout pas les chercher. Et moi, j'estime que globalement, la limite, elle est autour d'une centaine de millions d'euros, peut-être 200 millions, parce qu'au-delà, c'est trop politique, c'est trop compliqué pour avoir le signataire. Dieu. Voilà. Quel est mon processus? Moi, je discute avec un décideur ou une décideur et globalement, je pose des questions de t'es qui? Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ta boîte? À qui tu vends? Et globalement, si on est en train de discuter, c'est que tu as un problème ou plusieurs problèmes. Et quels sont tes problèmes? Et derrière, une fois qu'elle m'a expliqué le contexte de l'entreprise, cette personne, et que elle m'a expliqué l'ensemble des trucs qui lui font mal, je reformule pour m'assurer qu'on s'est bien compris. Une fois que j'ai reformulé, je propose un plan d'action. Je dis, si on travaille ensemble, je te propose qu'on fasse action 1, action B, action C. Et je lui propose un planning. Étape suivante, je calcule le coût de non-intervention. Je dis, tu fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu veux faire 4 millions en plus, on va mettre tel plan d'action en place. Si on ne le fait pas, quels sont les enjeux? Tu te fais virer, ton codir te dégage, tu as un problème par rapport à tes actionnaires, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu, quoi? Pour être sûr de parce que moi j'ai des boîtes qui me disent si on les fait pas, c'est pas grave. La boîte elle va ronronner, puis on ralentira, on n'embauchera pas autant, mais et puis il y en a certains qui me disent oui, mais en fait moi j'ai un board et puis ce board j'ai promis que je faisais 4 millions en plus, donc il faut que je le fasse. Voilà. Donc une seconde, je sais pas si les gens vont se rendre compte, mais c'est ultra puissant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu veux savoir, c'est une information capitale que tu récupères en demandant quelle est la douleur quelque part pour le client, mais pas que pour le client. Tu as fait une dissociation qui, je trouve, est ultra pertinente entre le client final, l'entreprise, et ton interlocuteur qui est le décideur. Parce que tu vois, tu parlais par exemple du décideur et par exemple, je ne sais pas si c'était un CEO, une CEO qui va se faire virer par son board si elle ne fait pas plus de 4 millions. Elle a un intérêt qui est légèrement décorrélé de son entreprise. Alors certes, elle doit faire 4 millions, mais elle doit faire plus de chiffre d'affaires, donc l'entreprise est gagnante, mais si elle ne fait pas ces 4 millions, ou si elle n'atteint pas cet objectif, c'est elle qui saute. oui. Et donc, elle va être amenée à te lâcher du lest, te lâcher plus de budget, parce qu'elle est dans une position difficile et que son intérêt à elle, tu vois, et je te prends un exemple, parce que je vais m'embrouiller si je veux parler en généralité, je vais m'embrouiller. Je parle avec un client, je vais prendre mon contexte à moi, avec un manager d'une équipe de dev chez, je ne vais pas donner de nom, je vais avoir des problèmes, chez une grande boîte. Je sais, il a un certain budget. Son objectif pour l'entreprise, c'est d'avoir le budget, la personne la plus compétente possible au budget le plus bas. Sauf que je sais que s'il n'atteint pas ses objectifs, s'il n'a pas une personne de confiance, etc., il va avoir des problèmes. Donc, en le rassurant,
en lui expliquant et en lui démontrant que je suis la personne la plus compétente, il va me donner le budget maximal parce que c'est dans son intérêt de travailler avec moi. Mais ce n'est pas forcément l'intérêt de l'entreprise de me donner le budget maximal. Mais il va le faire pour s'assurer que on bosse ensemble et parce que en me donnant son budget maximal, déjà, ça lui coûte rien lui. Ça coûte à l'entreprise, mais lui, ça va lui assurer peut-être de monter dans l'entreprise ou en tout cas de se faire bien voir ou pas de se faire virer. Pour reprendre ton exemple. Je vais pousser l'exemple encore plus loin. J'ai beaucoup travaillé avec Nestlé dans une précédente vie. Et chez Nestlé, j'ai rapidement compris que mon but, il était de faire progresser mon interlocuteur en face de moi. Si on fait une réussite, il réussit. Et s'il réussit, politiquement en interne, il monte. Juste pour remettre un contexte, Nestlé, c'est 350 000 salariés à travers le monde. Moi, j'ai travaillé pour une trentaine de marques dans 35 pays en Europe. Donc globalement 180 interlocuteurs, donc c'est des grosses machines. Hein. On parle juste à une époque avec une équipe d'une douzaine de personnes, on gérait 350 sites internet pour le compte de Nestlé, ce qui est 1%. Il y a même un millième. Il y a 350 000 sites internet chez Nestlé. Donc c'est des très grosses machines. Et juste un point qui moi m'a marqué au départ, les collaborateurs, les salariés chez Nestlé n'ont pratiquement jamais de compte LinkedIn, parce qu'en fait quand tu rentres chez Nestlé, tu fais ta carrière chez Nestlé. Et que ce qui est important, c'est ton profil sur le link interne, qui est l'outil de collaboration interne. Et il est beaucoup plus intéressant et plus important que ton profil LinkedIn, parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre de te faire mousser, en fait, et de grandir. Et donc, si tu veux que ça fonctionne, il faut grandir. Et moi, je vais l'illustrer d'un problème que j'ai vu et qui était assez marrant sur des enjeux e-commerce chez Nestlé il y a une dizaine d'années maintenant. J'avais une interlocutrice chez Nestlé Suisse, un interlocuteur chez Nestlé France et un interlocuteur chez Nestlé Monde. Et il s'avère que ces trois interlocuteurs bossaient sur les mêmes enjeux. À l'époque, on parlait de ICRM et de e-commerce. Et en fait, les problèmes qui étaient réglés par la Suisse n'étaient pas réglés en France, mais par contre, la France avait réglé des problèmes qui n'étaient pas réglés par Nestlé Monde. Et en fait, on faisait un triangle. Et je me suis demandé le trois de mes interlocuteurs j'allais voir. Et en fait, je suis allé voir mon interlocutrice en Suisse et je lui ai expliqué mon problème. Et je lui ai dit, bah voilà, moi je me suis rendu compte en tant qu'intervenant externe que vous avez ces problèmes-là et surtout que vous avez des sujets similaires mais que vous ne parlez pas. Il m'a dit, pas de problème, je convoque une réunion et on fait venir France et Monde au même endroit et on viendra dans notre salle de réunion. Voilà. Et en fait, elle m'a laissé animer une réunion de 2 heures, juste pour te donner un chiffre. On est sur des projets où quand on fait du bout à bout à l'année, on était en dizaines de millions de dollars d'investis. Alors là, j'étais en Suisse, donc c'était de francs suisses. Ce projet, on l'a réduit de moitié. C'est-à-dire qu'en 2 heures de réunion, on a réussi à cuter 5 ou 6 millions de francs suisses de dépenses sur la première année. Et j'ai pas fait un truc extraordinaire parce que certains vont dire, ah Pierre, t'es génial. Non, je suis pas génial. En fait, je me suis juste rendu compte qu'ils avaient les mêmes sujets, qu'ils se parlaient pas. Et j'ai juste eu le culot, j'ai juste osé de dire à la personne avec qui je m'entendais le mieux, on pourrait faire une réunion, ce serait peut-être bien qu'on collabore. Et elle, politiquement, elle s'est mouillée pour que ces personnes-là viennent. C'est tout. Et en fait, il s'est passé quoi derrière? C'est que j'ai rendu service à tout le monde. Au passage, j'étais pas payé pour ça. Hein. Je bossais sur d'autres sujets, mais ce sujet-là, en tant que tel, il y a personne qui m'avait dit Pierre, je te paye pour ça. Non, j'avais rendu service, j'avais pris un peu de mon temps. En fait, pourquoi? Parce qu'en interne, j'ai des interlocuteurs qui, après, derrière, pouvaient me pousser d'autres projets parce que je leur avais rendu service. Exactement. Et j'avais très bien compris que mon interlocutrice en Suisse était suffisamment intelligente pour me renvoyer l'ascenseur et pas. Alors, t'en as certains, hein, tu leur donnes, puis une fois qu'ils ont, ils montent, puis surtout ils te parlent plus parce que tu comprends, t'es un gueux, tu bosses avec des gens qui sont moins bien que lui ou moins bien qu'elle. Non, elle avait tout à fait compris et c'est quelqu'un avec qui je discute encore aujourd'hui, avec qui on a un très bon relationnel. Alors je bosse plus avec Nestlé parce que c'est très compliqué de contractualiser avec Nestlé et que c'est pas mon rêve dans la vie que de bosser avec Nestlé, mais j'ai appris énormément de choses et ça a été très très formateur. Donc si on en revient sur le sujet de tout à l'heure, c'est que je suis d'accord que quand tu as compris ce que ton interlocuteur veut, tu as tout compris. Donc globalement, le contexte de la boîte, le problème que j'ai reformulé, le plan d'action, le coût de non-intervention et l'enjeu qu'il y a pour mon interlocuteur. Tu notes que sur mon avant-vente, sur une session d'1 heure et demie, j'ai toujours pas parlé argent. J'ai toujours pas parlé de combien ça allait coûter. En général, je commence par calculer le coût global du projet. C'est pas combien Pierre va facturer, mais combien il faut mettre sur la table. Moi, j'ai le cas avec un éditeur de logiciels à Lyon qui fait une petite dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans un meeting au mois de décembre, il me dit, donc une avant-vente,
Pierre, l'année prochaine, on voudrait vendre 10 nouveaux projets à 400 000 euros. Donc une boîte qui fait 8 ou 9 millions, qui me dit globalement, je veux faire 4 millions en plus. Je leur dis, pas de problème. C'est quoi vos budgets? Ah, on ne sait pas, est-ce que tu peux nous proposer un budget? Pas de problème. Donc là, je construis le budget avec eux. Et une des lignes que je mets, c'est 300 000 euros de production de contenu. J'avais en face de moi le directeur marketing, son assistante et le DG. Ils blanchissent. Et Pierre, on n'a pas les moyens. Je fais pas de problème. Changez-moi l'objectif. Ça me fait pas plaisir de mettre 300 000 euros de production de contenu cette année. C'est pas juste pour m'éclater. C'est juste qu'il y a un moment, je veux répondre à vos objectifs. Et le truc sur lequel vous n'êtes pas prêt, c'est que je vais vous demander 200 000 euros d'achat de trafic. Et je peux te dire qu'ils ont blanchi une deuxième fois parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Et en gros, quand tu discutes, ils avaient prévu de mettre 35 000 euros cette année. Et là, je leur dis, OK. Alors moi, j'ai un truc magique. Quand on ne veut pas me donner de budget, en général, je fais, vous avez 2 000, 20 000, 200 000, 2 millions, 20 millions, 200 millions. Et en fait, je m'arrête quand ça devient n'importe quoi. Forcément, une boîte qui fait 10 millions, elle n'a pas 200 millions à mettre. Mais le but, c'est d'aller suffisamment haut pour montrer que tu exagères. Et après, on va dire, ah, bah, on a autour de 20 à 40. Voilà, déjà 20 à 40, c'est pas 200. Et là, ils m'ont dit, en 2021, on a prévu de mettre 35 000 euros. Je suis désolé, mais si vous connaissez quelqu'un qui, avec 35 000 euros d'investissement, est capable de vous faire 10 ventes à 400 000 euros, moi, ce que je vous propose, c'est que vous signez avec lui et vous lui payez les 35 000 euros quand il aura fait les 10 ventes. Parce que sinon, ça s'appelle du bullshit. Parce que je connais personne dans le monde du logiciel, on est sur des ventes qui sont longues, on est sur des sujets un peu complexes. T'imagines bien, une boîte, elle ne va pas signer 400 000 euros comme ça avec une avant-vente de 2 heures. Les cycles, ils sont longs, ils font 12, Bien 18 sûr. mois. Donc, voilà. C'était donc, irréalisable, ouais. Voilà. Et une fois qu'on a défini tout ça, bah moi, j'ai réajusté le budget et on est sorti en me disant, on va pas mettre 300 000 euros de contenu. Mais je leur ai dit, bah, vous voulez un avis, je vous donne un avis, voilà la bague. Et j'ai toujours pas parlé de combien je facturais à ce moment-là. Et en fait, quand on arrive à la fin, moi, ce que je leur propose, c'est, on prend la globalité du projet. Et moi, sur une période de 12 mois, si on fait un projet à 500 000 euros, je vous facture 10%. Et ça, c'est ma direction de projet. Alors après, on peut le voir de deux manières. Soit on fait 500 000 plus 50 000, soit on fait 10% inclus dans les 500 000, ça revient au même. Hein. C'est okay. Ça. Voilà. En sachant que j'ai co-construit le budget avec mon interlocuteur et que je viens de lui faire mon offre commerciale. C'est-à-dire qu'il a l'info. En sortant du rendez-vous, il a mes notes, il a le truc, il a le temps pour discuter. Et derrière, en gros, il va me dire soit oui, soit on rediscute, on renégocie, on revoit l'enveloppe différemment, soit non. Si il m'a dit oui, sujet clos, je lui envoie un devis, on y va. Si il renégocie, bah on rediscute et je te dis, mais ok, c'est quoi le sujet? Par exemple, il m'a pas dit tout de suite que 300 000 euros de contenu, il pouvait pas se le permettre. Et puis, bah, il y a des échanges après coup. Mais en général, on le voit et on le sent. Le but, c'est d'annoncer les budgets sur place. Voilà. Donc, ça, j'ai fait mon avant-vente. Une fois que j'ai fait mon avant-vente, de manière classique, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai mon contrat type qui a été écrit avec mon avocate, à petit tips. On ne se passe pas d'un avocat pour les contrats de vente, tout simplement parce que ça coûte moins cher. Forcément, vous pouvez faire vos contrats à la main, vous pouvez aller voir des outils comme Captain Tron de contrat ou équivalent. Sauf que le jour où vous avez un client qui ne paye pas, il faut aller au tribunal. Et ça arrive malheureusement. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois en 15 ans. Et ben, tu es très content d'avoir un contrat qui est béton et pouvoir dire au magistrat, parce que globalement, le magistrat va le lire, va dire qu'est-ce qui a été signé, et lui, la vérité est dans le contrat. Tout ce qui n'est pas écrit dans le contrat n'existe pas. Et le reste, ce n'est que parole. Il peut s'appuyer que sur ce qui a été signé. Donc, ne faites pas l'impasse, entre autres, si vous avez déjà commencé votre activité, vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, sur un contrat un peu sérieux, et globalement, ça coûte entre 1 800 et 2 000 euros pour faire un contrat propre. Donc moi, j'ai un contrat standard qui fait une dizaine de pages dans lequel je vais faire 3 modifs à l'intérieur, une page de contexte, une page de mission et une page avec le tarif. Ça, c'est la version sans industrialisation. Il faut être honnête, il y a un moment, c'est chiant. L'avant-vente, on ne peut pas l'industrialiser. C'est là où vous apportez votre valeur, votre expertise et vous allez expliquer la valeur. Voilà. Par contre, derrière, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à un mode de conditions générales de vente. Donc, mes conditions générales de vente, elles sont juste réécrites d'une certaine manière pour donner toutes les conditions de confidentialité, de lien avec mon client. Et derrière, j'utilise un outil qui s'appelle Zoho, Z-O-H-O. Et j'utilise une plateforme qui s'appelle Zoho Invoice, qui est un des logiciels de la suite Zoho. Alors Zoho, c'est une suite de 45 logiciels pour les entreprises. Et j'utilise l'outil qui s'appelle Zoho Subscription. J'ai 2 cas. J'ai un client qui va m'acheter une prestation récurrente, avec ou sans date de fin. Par exemple, 2 000 euros par mois pendant 12 mois pour que je l'accompagne sur un sujet X. En fait, ce que j'ai à faire, c'est que je vais dans Zoho Subscription,
je crée un nouveau produit, comme si ce que je vendais, c'était un abonnement à une box, par exemple, sauf que la box, elle s'appelle Pierre Direction Technique, par exemple. Je mets un budget de 2000 euros, je mets en quelques lignes ce qu'on s'est dit dans la lettre de mission. Quand je te dis en quelques lignes, c'est 3, 5, 10 bullet points max. Et là, je lui envoie le lien, et en fait, il n'a plus qu'à remplir ses coordonnées, payer le premier mois, et tous les mois, il va être prélevé de, admettons que cela ce soit 2000 euros, de 2000 euros hors taxe. Donc là, Zo Subscription me permet de faire ça, où en fait, la personne, elle va prendre son abonnement directement en ligne. La particularité, c'est que son abonnement, je lui envoie qu'à elle, en fait. C'est-à-dire que l'abonnement, le lien, c'est un lien privé qu'il y a seulement elle qui a. Et globalement, je vais lui demander son nom, son prénom, le nom de sa boîte, son SIRET. Et puis au moment du paiement, je vais lui laisser le choix entre l'ACB ou le CEPA. Donc le mandat CEPA, c'est via son RIB. Moi, je travaille avec Go Cardless, qui est intégré en standard avec Zo Subscription. Et je travaille avec Stripe pour l'ACB. Alors certains vont me dire, ouais, mais sur ces montants-là, ça coûte cher. Pour donner un ordre d'idée, mes frais Stripe sur ma dernière facture, je crois que c'était 50 euros. Stripe m'a prélevé une facture de 3600 euros TTC. En fait, 50 euros, c'est 1 heure de travail d'un assistant pour relancer de facture. Ma facture, elle est rentrée, l'argent est sur mon compte. Voilà. Et là, j'inverse le truc, c'est que mon client, je commence à travailler à partir du moment où il a signé son contrat. Au moment où il a signé son contrat, il a été prélevé de la première échéance. Et je peux travailler pour lui pendant le premier mois. Admettons qu'au bout du deuxième mois, sa carte, elle ne marche plus, qu'il refuse de payer, etc. En fait, j'ai été payé pour mon premier mois de boulot. Et donc, si jamais il ne paye pas le deuxième mois, j'ai juste pas à travailler le deuxième mois. Et la même chose, s'il arrête de payer au 7e mois, j'ai payé 6 mois, voilà. Et en fait, je facture en début de mois. Et ça marche super bien. L'autre possibilité, c'est Zo Invoice. Et là, sur Zo Invoice, en fait, je peux déclencher une facture automatique. Et là, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que c'est à moi de remplir les informations du client dans le back-office de Zo Invoice pour créer mon nouveau client à la main. Donc, je lui envoie un email. Ça, c'est pas automatisé. Mais honnêtement, c'est un temps de gagner qui est colossal. Et puis il y a autre chose, c'est que Zo propose un petit module qui s'appelle Zo Portal. Et en fait, c'est un truc tout bête. Ça permet au client d'avoir accès à la liste de ses factures. Quand un client me dit Pierre, tu peux m'envoyer les factures des 12 derniers mois, je ne renvoie pas les factures. Hein. Je lui renvoie son accès au Zo Portal. Donc en fait, je me connecte sur Zo Invoice ou Zo Subscription et je dis juste, j'ai un bouton sur lequel c'est renvoyer les accès. Et lui, il va recevoir un lien où il va pouvoir activer son portail et il aura la liste de toutes les factures. Okay. Et c'est fini. C'est-à-dire que le seul sujet, c'est de passer d'un contrat de prestation de service à des conditions générales de vente. Parce que pour que ce soit légal, mon Zo Subscription, la personne, elle valide les conditions générales de vente. Et derrière, à chaque fois qu'elle se prend une facture, il y a une petite en-tête en bas qui dit les conditions générales de vente s'appliquent, et puis c'est tout. Et là, pour le coup, mes conditions générales de vente, mes CGV, elles ont été écrites avec mon avocate. Donc finalement, tu n'as pas de système, étant donné la manière dont tu fonctionnes avec tes clients, qui vont envoyer un devis, qui va le relancer 48 heures après parce qu'il n'a pas forcément signé, avec envoi de facture d'acompte, etc., parce qu'il va prépayer et tu as déjà validé le devis avec lui. Dans le cas où c'est 2000 euros hors taxe par mois, en fait, l'acompte, c'est le premier mois. Et puis au deuxième mois, je lui facture le deuxième mois. Là. Dans le cas où je bosse avec Zo Invoice, je suis capable de te générer un devis que tu vas pouvoir signer en ligne. Et une fois que tu l'auras signé, je peux dire, admettons que c'est 30%, je peux dire à Zo Invoice, automatiquement, tu envoies une facture de 30%. Mais par contre, derrière, tu auras signé le devis, tu vas recevoir la facture de 30% et tu pourras payer en ligne ou par virement ou par chèque. J'ai encore un client qui m'a envoyé un chèque au début d'année. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand je bosse avec des industriels, voilà, j'en ai certains qui payent tous leurs fournisseurs par chèque. Et des boîtes qui font quelques dizaines de millions. Hein. Donc, je peux te dire que des chèques, ils en font. Ils ont quelqu'un qui paye à mi-temps pour faire un chèque. Mais bon. Oui, en fait, je peux tout à fait t'envoyer un devis au moment où tu l'as validé automatiquement dans Zo Invoice, déclencher l'envoi d'une facture. Et cette facture, alors, ce qui est magique, c'est que si j'ai déjà tes coordonnées bancaires dans Stripe ou dans Go Cardless, je peux même déclencher la demande de paiement directement dans la facture que je t'envoie. Et ça, c'est magique. En fait, je peux générer une facture à la volée de 30% du montant du devis et derrière, automatiquement lui dire tu appelles Go Cardless et tu prélèves la somme. Attends, tu peux répéter cette phrase? Tu m'as perdu. Sur Zo Invoice, une fois que tu as validé le devis, c'est très facile dans le devis en fait de dire je veux une facture de 30% d'acompte. Et derrière, si tu as déjà les coordonnées, donc soit le RIB du client pour un mandat CEPA sur Go Cardless, soit la CB sur Stripe, tu peux automatiquement demander à prélever sur le moyen de paiement du client et la facture, elle est échue comme ça. Ok, cool.
et c'est un temps gagné qui est juste colossal. Et moi, aujourd'hui, j'utilise soit Zoho Invoice, soit Zoho Subscription. Ça dépend de la relation que j'ai avec mon client et du type de mission, en fait. J'en ai certains, ça les rassure d'avoir un devis. J'en ai certains, c'est important pour eux de me mettre le cachet de l'entreprise. Voilà. Tu t'adaptes. Je m'adapte parce que honnêtement, c'est un formalisme administratif et que moi, je m'en fous. Le plus important, c'est que le contrat il soit clair, que le client il soit content de la mission et ensuite que je sois payé. Voilà. Et moi, j'ai une règle de base, un nouveau client, tant qu'il n'a pas payé son acompte, quel que soit le montant de son acompte, je ne travaille pas. Et même sur une mission à 100 000 balles, même un acompte de 100 euros, en fait, c'est quoi la différence? Si demain, je dois aller en justice et que je n'ai pas d'acompte, le client peut très bien me dire « Non mais, monsieur Hamelot, il a signé à ma place. C'est jamais moi qui ai signé le contrat. » Alors que s'il a payé un acompte, même d'un montant ridicule de 100 euros ou de 50 euros, comment tu veux qu'il dise au juge qu'il a en face de lui qu'il n'avait jamais signé le contrat? Ça veut dire que dans ce cas-là, il est en train de dire que moi, je me suis introduit sur son système d'information, que j'ai piraté son compte bancaire et que j'ai fait un virement. Et en fait, la charge de la preuve, elle change. Parce que moi, si demain, je t'envoie un devis, je peux très bien le signer à ta place. Techniquement, c'est une signature, c'est un gribouillis. Donc, même s'il y a des signatures électroniques, il y a plein de choses, mais voilà. Alors que si tu as fait un paiement et que tu as commencé à me payer même une toute petite partie de la facture, eh ben, va expliquer à un juge que, en fait, tu n'étais pas d'accord avec le contrat. Et donc, en France, toute première facture payée sur un contrat vaut adhésion du client de manière unilatérale. Unilatérale. Mais en tout cas, vaut acceptation. Voilà, si on veut des mots simples. Okay. Super. Tu as d'autres points à ajouter là-dessus ou on peut passer au point suivant ? Passons à la suite. Ok. Deuxième point. Troisième point, excuse-moi, merci. J'ai pour coutume aujourd'hui, puisque je fonctionne principalement en régie avec mes clients, donc pour replacer le contexte, je suis développeur iOS en freelance, donc je vends mon tarif à la journée, je mets en place ce qu'on appelle une obligation de moyens, donc, et pas une obligation de résultat. Je me rends disponible de 9h à 18h en disant, ok, voilà, je vais donner le maximum et je vais travailler selon ce que vous décidez au niveau de la mission. Et du coup, je commence à travailler comme ça. Et étant donné que je fonctionne surtout en télétravail et que je n'ai pas d'obligation de résultat, la hantise de tout manager et de tout client, c'est de payer un développeur qui est sur son canapé en caleçon en train de regarder Netflix, qui se rend disponible et available sur le chat avec la petite checkbox et qui est payé à rien faire. Parce que mine de rien, c'est des coûts importants pour les clients et t'imagines, t'es manager, tu payes 10, 12 000 balles un développeur à regarder Netflix, je peux te dire que tes oreilles elles vont siffler lorsque ton chef il va te demander des comptes. Donc c'est normal qu'il y ait cette hantise. Et pour lever cette hantise chez mes clients, je leur propose plein de choses, mais l'un de mes key points et de mes killer arguments, c'est de leur dire, voilà, à la fin de chaque journée, vous allez recevoir sur votre boîte mail un rapport d'activité où je vais décrire point par point l'ensemble des tâches que j'ai effectuées dans la journée. Et ce rapport d'activité-là, vous allez l'avoir du premier jour au dernier jour de la mission, quelle que soit la durée de la mission. Ça, aujourd'hui, il y a très peu de développeurs qui le proposent et ça m'a permis de passer devant sur de superbes missions. Parfois même face à des gens qui ont plus d'expertise que moi, plus d'années d'expérience que moi, et qui sortent de chez Microsoft, typiquement. J'ai des anecdotes là-dessus. Donc c'est vraiment une hantise importante que les clients ne vont pas forcément dire de manière frontale, parce que ça serait peut-être malvenu de dire « Écoute, Lilian, t'as de beaux yeux, t'as l'air sympathique, mais qu'est-ce qui me fait croire que tu vas pas m'arnaquer ?» Tu vois, forcément, ça serait un petit peu compliqué d'aborder ce sujet-là, tu vois, directement, même si la peur est là. Et au final, ce que je fais, si on abstrait un petit peu ce problème-là, c'est que je crée de la confiance avec de la communication. Et la question et le sujet que je voulais aborder avec toi, c'est comment est-ce qu'on peut automatiser en partie cette communication? Comment est-ce que peut-être lui faire prendre une forme différente que le rapport d'activité qui en est juste une manifestation, qui est juste une conséquence de ça, pour justement s'assurer que voilà, le client, il sait que je bosse, il reçoit des notifications, il voit l'état d'avancement du projet.
Euh, pour moi, la première chose, c'est déjà la confiance, hein, on l'a dit au départ. Alors, comment on la crée quand il n'y a pas de relation, c'est un vrai sujet. Moi, aujourd'hui, globalement, pour avoir bossé avec beaucoup de devs, pour être entouré de tech au quotidien, un tech qui bosse pas, tu le vois. C'est-à-dire que moi, un manager qui viendrait me voir en me disant qu'est-ce qui me dit que le client va bosser, il dit, tu sais, s'il bosse pas, tu vas vite le voir parce que ça avance pas et que le reste de l'équipe va se plaindre. T'es même pas obligé de t'intéresser à ce qu'il fait. C'est le reste de l'équipe qui va juste te dire, mais en fait, il fait pas son taf. Alors, en agilité, et particulièrement en Scrum, il y a des cérémonies et les cérémonies, c'est des piliers dans le fonctionnement du Scrum. Et en fait, à la cérémonie, un tech qui a fait que la moitié de son boulot, il va juste se faire défoncer par les autres devs parce qu'il n'aura pas avancé. Voilà. Donc la difficulté des fois, c'est de savoir est-ce que la personne elle est je m'en foutiste ou est-ce que la personne elle est un peu junior ou voilà. Donc ça c'est un premier sujet. Et je pense que le fait d'avoir une organisation qui est propre et avec un daily meeting, voilà, ce genre de choses permet de s'assurer. Moi aujourd'hui sur la partie facturation, si je reviens à Zoho Invoice, tu as la possibilité dans Zoho Invoice de faire ton suivi de temps et donc de dire toutes les tâches que tu as faites et tu peux, avec ta facture, envoyer la liste de toutes tes tâches. Alors pour le coup, c'est pas du journalier, ce sera à la fin du mois. Et honnêtement, je suis pas sûr que en dehors du premier mois où ton client a besoin de prendre le pli, je suis pas sûr qu'il les lise. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'un email tous les soirs? Voilà. Non. Moi, il y a un outil que j'aime bien qui est Toggle. L'intérêt de Toggle, c'est qu'il est sur le téléphone, qu'il est aussi sur PC ou Mac. Et en fait, tu peux le lancer à un endroit et l'éteindre à un autre. Et moi, je connais un certain nombre de freelances qui utilisent Toggle et en gros, ils lancent leur Toggle et juste après, ils sont capables de classifier la tâche et de dire combien de temps ils ont passé sur quel client. Alors, faut être honnête, moi, je suis très mauvais là-dessus et j'aime pas du tout fliquer mon temps. J'ai même un outil qui, pendant 1 an et demi, je l'ai fait tourner pour traquer le temps des différentes applications que j'avais ouvertes, qui s'appelle Timing. Pour être honnête, j'ai dû lire les rapports la première semaine. Après, j'ai fini par arrêter l'abonnement. Et là, je viens de recevoir un mail il y a 2 jours me disant qu'ils allaient supprimer toutes mes données. J'ai juste archivé l'email. Voilà. Parce qu'en fait, juste, ça ne sert à rien. Et après, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est Back to Basics. C'est Google Sheet. Un Google Sheet partagé où on fait une liste, en tech on parle beaucoup de backlog, une liste de choses à faire qui est priorisée avec des efforts en face. On se les partage et si on est tout seul comme dev sur un projet, c'est attribué qu'à un seul dev, c'est priorisé par le client. Ensuite, toi, tu mets le temps que tu passes. Alors, la plupart du temps, je parle pas en points, en effort, c'est trop compliqué. Je dis au dev, soit ça te prend un quart d'heure, soit ça te prend moins d'un quart d'heure, moins de 2 heures, moins d'une demi-journée, moins d'une journée ou plus d'une journée. Si c'est plus d'une journée, on demande au client de redécouper. Et ensuite, le client, s'il t'achète 3 jours par mois, par exemple sur des projets où tu n'es pas full-time, eh bien, il sait qu'il va pouvoir mettre 50 tâches d'un quart d'heure, alors que si c'est des tâches d'une journée, il pourra en mettre que 3. Alors ça paraît basique dit comme ça, mais une fois qu'il a priorisé dans un certain ordre, que toi t'es repassé, que tu as dit le temps que tu allais passer à la grosse, parce que honnêtement, ça peut sur chaque tâche, soit, alors si ça peut être aussi, moi j'ai une case qui est j'ai pas compris ou c'est pas clair. Et en général, le c'est pas clair, c'est plus d'une journée. Allez, hop, comme ça, de toute façon, ça oblige à retravailler. Et puis après, le client, quand il a vu ça, il repriorise en disant ah mais en fait, j'ai plein de tâches là qui durent un quart d'heure. Le mois prochain, Lilian, je lui donne toutes ces tâches là pour qu'en fait on dépile. Voilà. Et après, en fait, quand tu vois les tâches se dépiler, sujet clos, quoi. Juste, pour moi, ça c'est ce qui marche le mieux. Après, moi, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu des devs qui allaient se poser à côté des gens avec lesquels ils travaillaient, surtout sur des développements d'outils de gestion dans des PME. Et c'est ce que j'appelle des développeurs tout-terrain. Ils vont se poser à côté des assistants de direction, du secrétariat, des dirigeants, des gens qui bossent. Et puis, en fait, ils les regardent bosser, ils leur posent des questions. Ils restent la première fois peut-être une journée, puis après, ils viennent sur des périodes de 2 heures ou d'une demi-journée. Puis ils repartent chez eux, ils bossent, puis ils livrent une fonctionnalité, puis ils les mettent dans les mains. Et en fait, globalement, quand le dirigeant il a accepté de bosser comme ça, déjà il n'a pas de backlog à écrire, c'est le dev qui se l'écrit de manière autonome. Et ensuite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que son secrétariat ou son assistant de direction, en fait, fait les choses de manière plus efficace et a le sourire. Moi, j'ai un exemple comme ça, c'est 3 associés qui ont monté un restaurant d'entreprise en Haute-Savoie. Le principe, c'est qu'en fait, ils ont créé une cuisine centrale et eux, ils disaient aux crèches, aux maisons de retraite, aux mairies, aux écoles, on vous livre en gros. C'est-à-dire qu'en gros, on est capable de vous faire 50 repas pour 50 enfants ce midi. Et on est capable de faire du sans gluten, du sans viande, du halal, du sans porc, voilà. Avec toutes les contraintes que vous voulez, il faut juste commander jusqu'à la veille avant 17h.
2 assistants de direction qui passaient leur journée au téléphone et une personne en cuisine qui faisait des étiquettes pour mettre sur les contenants qui partaient. Ils avaient un CDD à temps plein qui faisait des étiquettes. Concrètement, si je t'envoie une barquette de 50 portions de carottes râpées, eh ben, il faut que je te note que c'est des carottes râpées et derrière que je te note la date jusqu'à laquelle tu peux la manger. Ça paraît bête, mais on a des obligations légales comme ça. Eh ben, on a un dev qui, pour un équivalent d'un peu moins de 10 000 euros de dev, sur 6 mois, leur a industrialisé tout ça. Parce qu'en fait, cette boîte, ils sont passés de 3 salariés, de 3 associés à 70 salariés en 3 ans. Donc en fait, ils ont fait une croissance exponentielle et ça devenait n'importe quoi. Et ben, il a commencé par faire leur ERP, puisqu'on parle d'un ERP. Et puis après, ils se sont dit, tiens, ce serait intéressant que nos clients puissent commander directement en ligne et qu'on arrête de passer des coups de téléphone. Donc là, ils ont fait un extranet. Puis après, tu sais ce qu'ils ont développé? Ils ont développé un module qui propose aux crèches pour que les parents des enfants ou aux écoles pour que les parents des enfants puissent dire si ils vont manger demain midi. Et ce module-là, cette cuisine centrale, le loue à ses clients. Tout ça, il s'est passé quoi en fait? On a juste un dev qui allait se poser à côté des gens qui bossaient et qui a juste petit à petit industrialisé jusqu'à dire ok, je vous installe une imprimante en cuisine et automatiquement je vais vous imprimer tout ce qu'il faut. Et puis ils se sont dit tiens, on a le chef et la nutritionniste qui se posent dans une salle 2 jours tous les mois pour prévoir le planning des repas du mois suivant pour faire des repas équilibrés. Bah pareil, vous bossez comment? Je vais venir avec vous une journée, puis vous allez m'expliquer, puis je vais industrialiser tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu vois que ça avance, alors toi tu me parles de très grands comptes où potentiellement les devs sont à la chaîne et tu as l'impression que c'est une bétaillère en fait. Tu as des plateaux de 50 ou de 100 devs et donc potentiellement si tu en as 2 ou 3 au milieu qui bossent pas, ça se voit moins. Et ça n'empêche que ça se voit quand même si tu as les processus qui vont bien. Globalement, moi j'aime bien Google Sheet. Un Excel qui est partagé, un backlog tout simple avec quelques colonnes. Alors beaucoup vont me dire oui, du Trello, un Jira, etc. C'est cool, mais si la boîte, si je bosse avec un industriel et que je lui installe un Jira, on n'est pas sorti. Vraiment. Et donc, un Excel, ça lui parle. Voilà. Par contre, honnêtement, l'email envoyé tous les jours, je pense que c'est overkill. Ouais, c'est clairement overkill. Je pense que la plupart des gens vont penser ça, et pourtant, c'est un argument massif dans le gain des clients. Mais le premier mois. En fait, il y a cet aspect-là. Potentiellement, oui. Maintenant, ce que j'aime bien aussi, c'est que si un jour le client se retourne contre moi et me dit Lilian, tu n'as pas travaillé ou tu vois, je ne veux pas te payer, etc. J'ai par mail la preuve que j'ai travaillé et que je lui ai envoyé un email tel jour. Tu vois, donc si j'ai par exemple un client qui vient me revoir 3 ans en arrière et qui me dit oui, tel jour, etc., tu n'as pas travaillé ou pendant un mois, tu n'as pas travaillé, ou enfin, tu vois, qui a un problème, j'ai la preuve tracée et je sais que ça a un impact juridique plus important qu'un message sur un chat, par exemple. J'entends, mais par contre, tu pourrais faire la même chose avec un email en fin de semaine. Voilà. C'est ça, pour moi. Bien sûr. Et des outils, il y en a plein, et je pense que ça passe aussi par en partie des process. Et plus la structure est grosse et plus il y a de monde, plus ces process sont censés exister. Et moi, en général, je vais commencer par bosser sur de la mise en place d'agilité. Voilà. Et donc, je t'ai vraiment donné 2 types de projets. Tu as des projets dans des petites PME où tu as 1, 2 devs, peut-être 3 devs qui interviennent, à des projets où on va aligner 20, 30, 40, 50 devs. Je ne sais pas sur quelle typologie de projet toi tu es en particulier. Ça dépend. Généralement, c'est des petites équipes, soit des feature teams. Tu sais, il y a un contexte donné où soit on va travailler vraiment sur une application, donc ça va être de l'équipe de 8 personnes. Alors quand je dis 8 personnes, c'est de l'opérationnel, c'est des devs, un Scrum Master, un PO, une personne qui va tester. Donc généralement, c'est pas des équipes, en tout cas l'équipe opérationnelle ne va pas dépasser 8-9 personnes. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, même s'il y a du monde autour qui va graviter autour du projet sur lesquels on va interagir, mais c'est pas vraiment le premier cercle, si je puis dire. Moi, aujourd'hui, si j'arrive sur une équipe en discutant 1 heure avec Product Owner et Scrum Master, s'il y a une personne qui bosse pas dans l'équipe, j'aurai l'info dans les premières minutes. Voilà, en échange. On est d'accord que le fait qu'une personne bosse pas, ça va se voir rapidement. Moi, c'est un argument commercial. C'est exactement ça. C'est de l'avant-vente.
de toute manière, je travaille beaucoup pour mes clients. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce que je leur prouve que je suis quelqu'un de sérieux dans les 15 premières minutes de l'entretien et qu'ils vont se dire, OK, attends, il envoie des rapports d'activité tous les jours. Waouh, attends, sérieusement, on n'a jamais une personne qui nous a dit ça. Et le mec, il a des sueurs froides quand il va signer ce Élément chèque de différenciant. 1000 balles. Je me différencie des autres et forcément, il m'est arrivé, je pourrais raconter des anecdotes. J'ai travaillé avec un client qui s'appelle Pixacare, c'est une startup dans le médical. Et j'étais en concurrence. Alors, à la fin de la mission, je leur ai dit pourquoi vous m'avez choisi à moi. Et ils m'ont dit, tu étais en concurrence au début, on a reçu 10 profils de développeurs iOS. À la fin, on en a sélectionné 4. Il y avait même une personne qui sortait de chez Microsoft, qui avait beaucoup plus d'expérience que toi, etc. Et tu étais plus cher qu'eux. Tu étais plus cher, moins expérimenté. Mmh. Et ils m'ont dit, mais on t'a bien senti en termes de communication. Ouais. Ah, mais alors, moi, je le dis souvent à des techs, et entre autres à certains techs qui ont du mal à comprendre que la communication interpersonnelle et l'humain, c'est important et qu'il n'y a pas juste la machine et le code, spécialement quand tu es freelance. Et je leur dis juste, c'est 50% du boulot, en fait, votre capacité à avoir de la pédagogie et à accompagner. Et moi, je l'ai encore eu là récemment sur un projet où j'ai un de mes clients industriels qui me demande de sortir sa boîte qui gère toute l'infrastructure, en gros, son DSI externalisé, et qui me dit, en gros, on veut la même chose avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas de transparence et on n'a pas de pédagogie. Et pour te donner un ordre d'idée, j'ai été, donc je fais un audit de cette boîte sur pas mal de sujets, dont le sujet DSI, et donc j'ai été discuter avec ce prestataire. Donc prestataire qui existe depuis 30 ans, dirigeant à l'ancienne, voilà. Sur 45 minutes de discussion, j'ai eu une discussion lunaire, quoi. La plupart des questions que j'ai posées, la réponse c'était c'est confidentiel. C'est-à-dire que je demandais juste quelles machines sont installées chez nous, qu'est-ce qu'on a comme licence VPN, quel logiciel. Puis il y a un moment j'ai ouvert en disant bah vous avez un certain nombre de métiers chez vous, vous êtes revendeur de a priori de Microsoft, Kaspersky, etc. Qui est-ce que vous avez d'autres comme revente? Et j'avais l'impression que c'était compliqué de me donner ces infos, quoi. Alors que je suis mandaté par le client, qu'à côté de moi, j'ai d'un côté, à ma droite, j'ai le dirigeant, à ma gauche, j'ai le DAF. Alors juste, on est dans un cadre où, voilà. Et en fait, soit tu te dis, la personne, elle n'a pas compris comment on faisait du business en 2021, et c'est dommage parce que pour une boîte qui a peut-être 30 ans d'existence, c'est bizarre. Soit en fait, le contrat, on parle d'un contrat à 100 000 euros à l'année, hein, c'est pas non plus une paille, hein, soit en fait, elle s'en fout de ce contrat-là. Et elle n'est pas à 100 000 balles près. Et j'ai trouvé ça dommage parce que en effet l'interpersonnel, mais en effet ta proposition de valeur, elle est de dire que tu te différencies, que tu proposes un marqueur qui est très poussé. Et moi c'est ce que je disais tout à l'heure avec le under promise over deliver, c'est-à-dire que c'est ma réputation et globalement si tu appelles un de mes anciens clients, il va juste dire en fait Pierre il a assuré parce qu'en fait j'ai fait ce qui était dans la lettre de mission et en général j'ai débordé. Un peu plus. Et les trucs sur lesquels j'ai débordé, ça m'a pas coûté grand-chose. C'est quelques heures de boulot. Mais sur une mission qui t'a pris 15, 20, 30 jours dans l'année, offrir 2 ou 3 heures de ton temps en plus, ou rendre un service, ou faire une mise en relation. Alors moi, j'ai le deal des mises en relation, c'est le deal des 10 minutes. Si tu m'appelles demain, Lilian, que tu me dis, Pierre, tu connais, je sais pas, un développeur Android parce que j'en ai besoin chez un de mes clients, et que moi, je pense à quelqu'un, et que globalement, tout compris, ça me prend moins de 10 minutes, je vous mets en relation. Et ce sera gratuit. Ce dev-là, peut-être qu'il va m'appeler en me disant oh, Pierre, tu veux combien d'apport d'affaires pour le projet que tu viens m'aider à signer parce que, je sais pas, tu as fait 50% de mon chiffre d'affaires cette année. Et je vais lui dire 0. Par contre, je t'ai rendu service et j'ai rendu service à ce dev. Et ça a beaucoup plus de valeur que quelques centaines d'euros ou milliers d'euros de facturation. Par contre, si toi tu m'appelles et que tu me dis Pierre, est-ce que tu veux bien me trouver un dev avec tel contrat de machin? Et moi j'estime que je vais y passer, je dis n'importe quoi, 2 jours. À ce moment-là, j'estime que c'est du boulot. Et donc là, je te dis bah ok, je vais te payer, je vais te facturer pour ça. Et cette règle des 10 minutes, elle est de dire que, alors oui, je passe une partie de mon temps à rendre service. Et alors beaucoup me disent, mais qu'est-ce que je peux faire en échange? Et moi, je leur dis, surtout quand ils sont jeunes et quand ils sont un peu juniors dans leur activité, je leur dis, si dans quelques années, tu as l'occasion de rendre l'appareil autour de toi, fais-le. Pas à moi, hein, mais fais-le autour de toi. Et en fait, je pars du principe que si on nourrit un écosystème et qu'on apporte de la valeur, eh ben, en fait, on n'est pas tout seul à apporter de l'eau au moulin. Pareil, j'anime une communauté, je co-anime une communauté de freelance à Lyon qui s'appelle Les Freelance Semés. Si vous êtes dans le Grand Lyon, viendez, on est bien. On est 2300 freelance aujourd'hui. Elle existe depuis 3 ans. C'est une communauté complètement informelle. On se réunit une fois par mois et on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Freelance Semés. Simple, hein, qui est ouvert que aux freelance.
ou aux futurs freelances. Et il y en a qui me disent, mais Pierre, je comprends pas, t'animes une communauté, mais ça coûte pas d'argent, il n'y a pas de structure légale derrière. En gros, la question qu'ils osent pas poser, c'est, elle est où l'arnaque? En fait, de un, je le fais pour le plaisir. Je le fais parce que j'aime échanger avec d'autres entrepreneurs et j'aime, je le disais tout à l'heure, industrialiser le processus et faire grandir. Et donc, j'aime faire grandir d'autres entrepreneurs qui sont peut-être plus jeunes dans leur entrepreneuriat, puisque je fais partie des anciens, c'est-à-dire que ça fait 15 ans que j'entreprends, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais il y a aussi pas mal de choses que j'ai vécues. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, j'ai sous la main un vivier de freelance que je peux utiliser chez mes clients. Et que ça m'apporte une valeur qui est considérable. En gros, c'est quoi mon métier? C'est de comprendre le problème chez mes clients, les aider à accoucher de leurs problèmes, métier numéro un. Métier numéro 2, leur trouver la bonne personne pour intervenir chez eux. Et en fait, le fait d'avoir un vivier de compétences sous la main vaut bien les 4, 5, 10 heures que j'y passe tous les mois à animer cette communauté. Alors, à co-animer, je suis pas le seul à animer, on est trois administrateurs et ça se passe super bien parce qu'en fait, on a une communauté et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on leur apporte de la valeur. Alors, on leur apporte et tout le monde s'apporte parce que je suis membre de la communauté, donc j'en apporte et les autres en apportent aussi et c'est génial. Et tous les jours ou plusieurs fois par semaine, je vois la valeur que ça a d'avoir sous la main en fait des compétences qui, au passage, quand je les sollicite, je dis bah voilà, j'ai un client qui a besoin d'un copywriter, il y a un copywriter de dispo et au passage, je leur ramène du business. Voilà. Tout le monde est Et mon client me dit putain, c'est génial parce que tu as réussi à trouver rapidement les compétences dont tu avais besoin. Quatrième point, avançons. Assez rapidement, je pense celui-ci, c'est plus au niveau de la comptabilité. On entend plein d'histoires sur les mauvais comptables auxquels on doit envoyer toutes les factures tous les mois. Est-ce que tu as des recommandations de ce point de vue-là, faciliter cette transaction qui est nécessaire, notamment nos factures d'achat? Si j'achète un produit, typiquement, j'achète un nouvel ordinateur, il va falloir que mon comptable le prenne en compte parce que c'est une dépense matérielle de l'entreprise. Mes frais kilométriques tous les ans, mes frais, potentiellement, je vais dans un hôtel parce que je vais suivre une formation, hop, ça va être un frais aussi. Comment est-ce que tu gères cette partie comptabilité? Est-ce que tu as quelques petites billes à nous partager là-dessus? Ouais, ça a été un vrai sujet et ça a été un sujet pendant longtemps et j'ai mis longtemps à trouver le cabinet comptable qui me corresponde. Globalement, tu as quoi? Tu as des comptables qui estiment que ils fonctionnent comme il y a 15 ans et qu'ils n'ont pas de raison de changer et donc ils te facturent du temps de secrétariat pour faire de la saisie dans un logiciel. Je suis désolé, mais on est en 2019, 2020, 2021. Pourquoi je paierais quelqu'un pour faire un truc qu'un logiciel peut faire? Sujet numéro 1, je suis tech et je dois peut-être être un peu con, mais je pense qu'on peut le faire par une machine, ou en tout cas le faire par une machine et le faire superviser par un humain. Et puis, t'en as qui ont compris qu'on pouvait automatiser, mais qui continuent à te facturer des frais quand même, parce que tu comprends, bon. Faut bien gagner de l'argent. C'est ça. Bon, t'en as, c'est encore pire, ils n'utilisent pas de logiciel ou ils ne savent pas automatiser. Bon, ça. Et puis, tu as les outils complètement en mode commodité. Alors, je vais te prendre l'exemple de George Tech, qui est alors qui vient de changer de nom. J'ai pas le dernier nom, mais c'est Indie, je crois. Enfin, je veux pas dire de bêtises. C'est ça. Et qui est une très très bonne plateforme. Sauf que George Tech, par exemple, c'est très bien pour des gens qui ont assez peu d'immobilisation, assez peu de frais et qui n'ont pas des besoins d'analyser leur comptabilité, et c'est très bien parce que ça automatise pas mal de choses, mais c'est un truc tout bête. Par exemple, j'ai beaucoup échangé avec eux début 2020 en leur disant je fais comment pour relier chacune de mes dépenses avec la note qui va en face, en sachant que moi je suis pareil, un peu basique. Je leur ai dit, vous me filez un moyen de vous envoyer l'ensemble de mes factures numérisées en masse, et puis derrière vous faites le rapprochement. Mais ah non, tu prends chacune des lignes et tu ajoutes manuellement ton document. Je fais c'est cool, mais si j'ai 3 factures par mois, je peux me lever 1 mètre. Aujourd'hui, non, en fait, je peux pas. Je gère, je sais pas, je dois gérer quelques centaines ou peut-être un demi-millier de pièces tous les mois et c'est pas possible, quoi. Et à force de réfléchir et à force de discuter avec mon écosystème, il y a quelqu'un dans mon coworking que j'ai rencontré qui était développeur chez un comptable nouvelle génération. En fait, c'est des mecs qui sont issus du monde de la tech et qui il y a 2 ans, ont monté un cabinet comptable qui aujourd'hui s'appelle Penny Lane et qui ont monté une équipe de tech et qui ont décidé de développer un logiciel par des développeurs pour des comptables. C'est-à-dire qu'au départ, Penny Lane, c'est un logiciel pour industrialiser le métier de comptable. Et donc, en gros, ils te proposent une équipe de comptables d'un côté et un logiciel de l'autre. Et ce logiciel a d'abord été développé pour des comptables.
Alors aujourd'hui, il y a énormément d'interfaces qui sont faites pour des utilisateurs qui sont non comptables, mais au départ, c'était des interfaces assez rugueuses de spécialistes. Alors moi, ça tombe bien, je suis à l'aise sur le sujet comptable, donc j'étais à l'aise dans ces interfaces. Aujourd'hui, on a des interfaces qui sont accessibles par tout le monde. Alors, Pennyline, si vous allez regarder, ils sont très orientés startup. Et en fait, ils ont aussi une offre freelance. En fait, à tel point que moi, je les ai sollicités assez longuement. J'allais dire, je les ai saoulés, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux à leur faire des retours produits et à leur dire que ce serait bien qu'on lance quelque chose pour les freelances. Et en fait, alors je sais pas si c'est à ma demande, mais ils ont fini par lancer une offre freelance. J'en ai fait une landing page à tel point que je suis tombé amoureux de leur service. Donc moi, j'ai une comptable dont j'ai le numéro de téléphone que je tutoie, qui, quand j'appelle, me dit «Salut Pierre, comment ça va?» C'est-à-dire qu'il me connaît, qui connaît mon historique et avec qui je peux échanger. Et à côté de ça, j'ai un logiciel. Donc j'ai le meilleur de l'humain et j'ai le meilleur de la tech. Et pour des coûts qui sont défiant toute concurrence. Alors, comment on écrit Pennyline? P-E-2-N-Y-L-A-N. Et puis, si tu veux, on mettra le lien vers. Donc, j'ai fini par faire une landing page sur un de mes sites où j'ai même fait une vidéo, pour vous dire, j'ai même été jusqu'à enregistrer une vidéo où je vous explique la galère que j'ai eue. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, Pierre, tu gagnes combien d'argent avec ce truc? Non, en fait, je trouve que la boîte est cool et juste, c'est un pain énorme que d'avoir un comptable qui fait le boulot correctement. Voilà. Et donc, en face de moi, j'ai un vrai cabinet comptable inscrit à l'ordre et tout, un truc propre. Et j'ai un vrai logiciel fait par une vraie équipe produit qui sait ce dont elle parle. Ah, alors, les deux sont décorrélés. Tu as Non, juste. c'est la même boîte et c'est les mêmes Ok. équipes. Ok, d'accord. Non, ce que je veux dire, que c'est le meilleur des deux mondes. D'accord. Mais la comptable que tu appelles, elle fait partie de la société Pennyline. Exactement. Elle est comptable salariée. En fait, dans la première année, je crois qu'ils ont recruté quelque chose comme 5 ou 8 devs et 8 comptables. Parité, quoi. Bon, après, ils ont levé des fonds début 2020 et puis ils viennent de relever des fonds là 2021. Donc, ils sont en train d'accélérer très, très fortement. Et c'est une machine de guerre. Alors, honnêtement, ma seule contrainte, c'est que je dois leur fournir l'accès à mon flux bancaire. Donc, ma banque, elle est synchronisée ou mes banques sont synchronisées. Là, j'ai rien à gérer. Et je dois leur fournir mes factures. Donc, toutes les factures que j'envoie à mes clients sont automatiquement envoyées à Pennyline. Et toutes les factures de mes fournisseurs, je les mets tous dans un dossier Google Drive et c'est tout. Et si jamais en fin de mois il me manque une facture, j'ai ma comptable ou j'ai une personne avec qui elle bosse qui m'envoie un petit mail en disant, alors c'est l'email automatisé, il nous manque une pièce à tel endroit, et puis au pire je les appelle en disant je comprends pas. Là j'ai eu au mois de février, par exemple, j'ai bossé avec une école l'année dernière et j'ai eu au mois de février un virement sur mon compte et ma comptable qui m'a appelé en me disant Pierre, c'est quoi ce virement? Est-ce que tu as la pièce comptable qui va en face? Voilà. Donc, je savais pas exactement comment le traiter. J'ai fini par appeler l'école, j'ai posé quelques questions, puis le sujet était clos. Donc, globalement, moi, j'estime que ma comptabilité me prend l'équivalent d'une demi-heure toutes les semaines. Et je peux vous dire que je gère un volume de pièces comptables qui est juste hallucinant. Je sais pas, je pense que si je dis pas de bêtises, je suis autour de 150 pièces tous les mois. Entre les factures que j'aimais. Oui, c'est énorme. Bah, il y a très peu de freelance. Je sais pas, si toi, tu as un client, tu vas faire quoi? Une facture dans le mois? Ouais. Exactement. Je suis pas un freelance classique là-dessus. 2, 3, grand maximum. Ouais, là, puis moi j'ai beaucoup de fournisseurs, puis je teste plein de choses. Voilà, ça fait 6 mois que je suis en train de travailler sur créer un réseau de sites privés, donc forcément, j'ai des outils dans tous les sens. Voilà, oui, je gère beaucoup de pièces comptables. Ouais. Tu veux dire de factures que toi tu aimais ou que non, c'est d'achats que tu fais et que d'achats que je fais, puis de factures que j'aimais aussi. Il peut y avoir du volume. Après, c'est surtout des achats que je fais. Je peux acheter. Tu vois, quand tu achètes une prestation pour acheter des liens, pour améliorer le référencement d'un de tes sites, tu peux acheter pour 50 ou 100 euros, et puis tu vas faire ça 2-3 fois par semaine, donc forcément, tu as des pièces en pagaille dans tous les sens. Et puis, encore heureux, en ce moment, encore heureux. Les restos sont fermés, mais moi, j'ai une grosse partie de mes avant-ventes et de mes rendez-vous clients qui se font dans des déj. Et dans le monde d'avant, en 2018-2019, je mange au resto pratiquement tous les midis. Donc, tu rajoutais toutes ces pièces-là, puis tu te fais un café le matin, ou tu as un rendez-vous, tu te fais un café l'après-midi, là, tu te fais déjà 3 pièces x 5, tu as déjà 15 pièces comptables juste pour rigoler à la fin de ta semaine, quoi. Oui. Je te parle pas d'un déplacement, d'une note d'hôtel, d'un machin. J'ai une partie de ma vie que je passe en déplacement. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui veulent
qui se pose la question d'automatisation, qui veut dire, OK, il y a une tâche clairement que je la répète régulièrement. Quelle est la méthodologie que tu leur conseilles d'adopter pour parvenir à automatiser cette tâche-là? Est-ce que tu as aussi peut-être des outils à consulter, voilà, des outils que tu sais, généralement, tu as un problème, tu vas aller regarder parce que voilà, tu as vu qu'ils sont pertinents. Ouais, comment tu aborderais le sujet de l'automatisation de manière générale et pragmatique? J'espère que vous êtes encore là et que vous écoutez encore parce que c'est sûrement le truc le plus intéressant de ce qu'on va dire là. On va faire des petits cuts du podcast et on fera plein de contenu après derrière. Génial. Moi, ma méthodologie pour automatiser un processus, c'est de se dire quand je dois faire quelque chose 2 fois dans l'année, en fait, moi, ça me saoule déjà de le faire la première fois. Donc, en fait, je me pose la question de comment on va pouvoir l'industrialiser. Idéalement, quand je dois faire une tâche, la première chose, c'est de dire non et de ne pas la faire. C'est-à-dire que déjà, chercher une solution pour ne pas avoir à faire cette tâche. Et ça paraît bête, mais si vous voulez industrialiser et gagner du temps, commencez par diminuer le nombre de tâches que vous devez gérer et posez-vous la question de il se passe quoi si je dis non? Et des fois, c'est pas possible. Donc, l'étape numéro 2, c'est de faire au client. Et alors, j'avais échangé, je crois que c'est sur un de tes podcasts, le faire au client. Tu parlais d'un graphiste ou d'un designer qui faisait faire ses mood boards par ses clients. En gros, on va faire simple. Au lieu de passer 2 heures à faire mon mood board en tant que designer, et donc en gros de passer du temps qui n'est pas scalable, je donne un outil. Donc, je vais peut-être passer une journée de mon temps à définir une méthodologie, à écrire une jolie page ou un joli mail, à trouver le bon outil et à expliquer à mon client comment il peut le faire lui-même. Et donc, ces 2 heures, c'est lui qui va les passer. Et ce sera le même résultat et la même qualité. Mais par contre, ce ne sera pas moi qui les fait. Voilà. Donc, on dit non, puis après, on fait faire par le client, puis après, on délègue à un outil. Donc, est-ce que je peux l'automatiser? Par exemple, je vous parlais du cas de Zoho Subscription tout à l'heure. J'ai mis en place mes contrats dans Zoho Subscription. Aujourd'hui, j'ai plus qu'une action qui me prend 3 minutes après mon avant-vente. Et c'est mon client à qui j'ai délégué le fait de remplir lui-même ses infos. Et une fois qu'il a rempli ses infos, en fait, j'ai délégué à un outil le fait qu'il envoie la facture. Voilà. Si je peux pas le déléguer à un outil, je le délègue à un assistant. Je le fais faire par un autre humain que je paye. Vraiment quand c'est impossible à faire par un outil. Et en fait, la plupart du temps, je délègue à un assistant jusqu'à arriver à le remonter dans un outil. Parce que c'est des fois pas facile de trouver le bon outil ou la bonne suite d'outils. Et vraiment, dans le dernier cas, si jamais dire non, c'est pas possible, faire au client, c'est pas possible, déléguer un outil, c'est pas possible, déléguer un assistant, c'est pas possible, je le fais moi-même. Et je note tout ce que je fais. C'est-à-dire que c'est une chose toute bête, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur l'industrialisation de la production de livres blancs. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'articles que je bosse avec une copywriter, donc je la paye pour qu'elle écrive du contenu pour moi. Et j'ai certains articles qui, quand ils dépassent 4, 5 000, 6 000 mots, on en fait un document qu'on va mettre à télécharger. Le gros intérêt du livre blanc, c'est qu'on va demander les coordonnées de l'interlocuteur et donc on va générer un fichier de prospect. OK. En fait, la première fois que j'ai voulu mettre en œuvre mon livre blanc, donc globalement, j'ai un article sur mon blog, je vais le mettre dans un Google Doc, je vais le mettre en forme, je vais l'exporter en PDF, puis je vais en faire une cover sur Canva avec un template, puis je vais faire une cover 3D, puis je vais faire une landing page, puis machin. En fait, j'ai juste écrit tout mon process la première fois. Puis la deuxième fois, je suis repassé sur mon process en mode bête et méchant, exécutant. Donc c'est moi qui l'ai fait. Hein. Donc une deuxième fois, j'ai pris mon process, puis étape par étape. Puis je me suis rendu compte que l'étape 3 n'était pas claire, il me manquait l'étape 2 avant. Donc j'en ai rajouté une, puis j'ai modifié certains trucs, puis à un moment je me suis dit, non mais là j'ai écrit qu'il fallait que je fasse une cover 3D, mais c'est quoi déjà le service que j'ai utilisé la dernière fois? Je l'ai recherché, donc j'ai passé 10 minutes à le trouver, et une fois que je l'ai trouvé, j'ai juste pris ma to-do, j'ai rajouté le lien pour que la fois suivante je puisse cliquer sur le lien. Et ça paraît bête, mais en fait j'ai écrit tout ce que je fais des modes opératoires. Moi j'appelle ça des modes opératoires. Et maintenant, mon mode opératoire, les 100 prochaines fois, ils vont être faits par mon assistant. Donc, un freelance que je paye à l'heure pour faire ce boulot-là. Comment tu le trouves? Alors, j'ai bossé pendant plusieurs années avec une assistante qui est une freelance qui est basée à Lyon et qui était hyper important pour moi d'avoir quelqu'un avec qui je puisse échanger régulièrement parce que c'est des sujets assez sensibles à donner accès à ma boîte mail, à mes comptes bancaires, à ce genre de choses pour être en capacité de en fait qu'elle devienne la maman de mon business en fait, que ça se passe bien. Ça c'était un sujet hyper important. Comment je le trouve? J'en parle autour de moi à d'autres entrepreneurs, j'échange et je cherche quelqu'un avec qui je vais pouvoir un relationnel et de la confiance. Le plus important c'est de la confiance. Les personnes avec lesquelles je travaille la plupart du temps me disent mais Pierre, ce que tu me demandes je sais pas si je sais faire. Je leur dis mais ça c'est mon problème en fait. Je vous écris un mode opératoire, on fait ensemble. Si tu as des questions je t'explique. Et il faut être honnête, hein, un processus qui me prend une demi-heure,
La première fois, pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, j'en ai pour 1 heure. Par contre, si je suis prêt à prendre ce temps-là de 1 heure, bah, quand je voudrais le répéter 100 fois, c'est moi qui vais faire 100 fois une demi-heure. Et moi, je préfère payer quelqu'un pour 50 heures de boulot. Voilà. Le trouver, c'est du réseau. Et aujourd'hui, j'ai pas d'astuce pour trouver des indépendants. Alors, il y a des boîtes qui permettent de le faire en offshore, ou pour 600 euros par mois, vous avez quelqu'un à mi-temps, et pour 1200 euros par mois, vous avez quelqu'un à temps plein, à Madagascar, par exemple. C'est bien pour des actions qui sont pas liées au cœur de la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est bien pour des actions comme imaginer les prochains sujets d'un blog, intégrer des articles de blog, aller chercher des images, faire des interviews, créer des questionnaires. Ok, mais dès qu'il faut faire des virements bancaires, payer des fournisseurs, aller négocier des contrats, faire une mise en conformité RGPD, bah, ce genre de choses, moi je préfère le faire avec des personnes avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai passé du temps et avec qui moi, c'est toujours la question, c'est est-ce que ces personnes, je l'inviterais à manger chez moi, avec ma famille? Pas est-ce que ça deviendrait des amis, mais est-ce que j'accepte qu'ils passent le seuil de ma maison et est-ce que je peux me permettre cette familiarité-là? Parce qu'en fait, à partir du moment où je donne accès à mes comptes bancaires, mes boîtes mail, la personne, elle a accès à l'intimité de ma boîte. Mhm. Je veux dire, quand elle a accès aux mails que j'échange avec mon avocate ou qu'elle a accès aux mails que j'échange avec en avant-vente avec mes prospects, bah, c'est des choses qui sont assez sensibles quand même. Tu vois, pareil, d'un point de vue confidentialité. Mes clients qui me disent, comment on s'assure, bah, par exemple, que la confidentialité, les infos, elles vont pas sortir. T'imagines si demain ton assistant ou ton assistante commence à raconter des dossiers sensibles chez tes clients, quoi. Et moi, je peux te dire que dans les PME avec lesquelles je bosse, des fois, je vois des trucs, c'est pas joli, quoi. Parce que tu te rends compte qu'il y a des failles béantes ou qu'il y a des trucs, tu as des systèmes qui sont en l'air. Et donc, tu as des sujets où, ne serait-ce que si demain on l'ébruitait, bah, en fait, ça peut avoir un impact sur le business de la boîte. Voilà. Et la plupart du temps, au moment où j'interviens, le but, c'est de le corriger. Donc, après, on a corrigé ça. Mais si on dit, ah, tiens, pendant 6 mois, il y a eu tel problème, ça peut avoir un impact sur le business. Donc, pour moi, comment on automatise un processus? On dit non, on fait faire par le client, on délègue à un outil, on délègue à un assistant et on fait soi-même. Et idéalement, quand on arrive à faire soi-même, on note et on remonte. On fait faire par un assistant, puis on délègue à un outil, et idéalement, on fait faire par le client. Alors moi, j'ai un cas quand, là, pendant plusieurs années, j'ai bossé avec une assistante administrative indépendante, qui est devenue, pour être honnête, mon bras droit opérationnel. Elle a commencé assistante administrative, puis rapidement, je lui ai délégué énormément de choses. C'est assez marrant parce qu'à la fin de chaque mois, je lui demandais un reporting d'une seule chose. Je lui disais, la tâche qui t'a pris le plus de temps ce mois-ci, dis-moi ce que c'est et dis-moi ce que tu as fait. Et en fait, si au moins un, à la fin du mois 1, elle me disait, bah, c'est la tâche, par exemple, de prendre tes rendez-vous, bah, au mois 2, je cherchais une solution pour que on automatise et on industrialise ce processus, quitte à y passer beaucoup de temps. Pour qu'en fait, cette tâche-là n'existe plus. Par exemple, c'est comme ça que j'ai décidé de bosser avec aujourd'hui Calendly, avant Meetingbird, et en tout cas un outil pour ma prise de rendez-vous externalisée. Voilà. Et parce que ça prenait du temps de mon assistante et que bah, globalement, je suis pas fou, je la paye à l'heure et que si demain, alors le but c'était pas de diminuer le nombre d'heures, le but c'était pour le même nombre d'heures lui donner de plus en plus de choses à faire et donc la rendre de plus en plus rentable. Et sur chaque action que je pouvais lui faire faire en moins, mais qui continue à se faire de manière aussi efficace, bah en fait, son temps est encore plus rentable. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur le thème de l'automatisation? Un dernier conseil? Écrivez tout ce que vous faites et posez-vous la question et potentiellement échangez avec d'autres personnes autour de vous. Ça peut être d'autres freelances, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être les gens avec lesquels vous travaillez, même voir vos clients. Faites-leur relire vos modes opératoires et vous allez apprendre énormément de choses. Moi, je le partage autour de moi. J'échange régulièrement avec d'autres personnes sur ce qu'ils ont mis en place. Voilà, parce que et peut-être un deuxième conseil, ne soyez pas focus sur un outil. Un outil fait rien. Un outil, c'est qu'un couteau de cuisine. La question, c'est comment vous l'utilisez. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, ah, Pierre, j'ai découvert Trello, c'est génial. Pourquoi t'as pas mis en place Trello? Et cool, mais tu fais quoi avec Trello?
c'est quoi ton usage? Et en fait, faut savoir que bien souvent, mon meilleur outil, c'est un papier-crayon, en fait. Moi, je réfléchis beaucoup avec. Alors, quand je dis papier-crayon, ça peut être physique, mais ça peut être. J'utilise beaucoup l'application Notes sur macOS ou sur iOS, que je trouve très pratique et je prends énormément de notes dedans. Tout ce que je dois pas toutes les notes avec lesquelles je dois pas collaborer avec quelqu'un, je les mets dans Notes tout simplement parce que ça me fait gagner du temps. Et bien sûr qu'à chaque fois, je pourrais prendre un outil complexe, me rajouter une carte dans Trello, avoir un outil to do. Simple, faites simple, super simple. Voilà. Et après, moi, il y a un outil qui m'a changé la vie, c'est Todoist, qui est un outil de gestion de to-do. Et j'ai mis peut-être 8 ans à trouver un outil de to-do qui me convenait. Parce qu'en fait, j'en ai testé plein et je les trouvais tous compliqués. Et je trouve que Todoist est suffisamment simple pour être basique et être utilisé, et en même temps suffisamment complexe pour collaborer avec d'autres gens, pour leur assigner des tâches, pour commenter les tâches. C'est l'un des premiers à avoir mis, par exemple, une version offline de son application. À l'époque où dans le métro, on n'avait pas d'accès 4G, c'était pratique de pouvoir aller checker ses tâches en attente. Voilà. Donc, ne vous jetez pas sur le premier outil qui vient et posez-vous la question de vos process et échangez avec d'autres. Tu as dit Todoist. Todoist. List avec un L. Non, sans L. Todoist. Ah, Todoist, j'ai bien entendu du coup. Ok. Ouais. Et c'est quoi leur site? Tu le sais, c'est un .com? Todoist.com. Et la société qui est derrière s'appelle Doist. Et au passage, qui a super état d'esprit, c'est une boîte en full remote. Ils ont une partie ils bossent sur tous les fuseaux horaires. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu cherches des profils particuliers en ce moment? C'est le moment, il y a certainement pas mal de freelances qui vont nous écouter. Est-ce que tu as des besoins particuliers? Et peut-être pas aujourd'hui, mais récurrents. S'il y a des freelances là qui nous écoutent et qui cherchent des missions, qui c'est qui devrait te contacter? Moi, je cherche des profils qui sont sincères. Et ça va paraître peut-être bête comme réponse, mais c'est hyper important pour moi. Je vais prendre un cas classique. J'ai croisé beaucoup de gens qui se disent copywriter alors qu'en fait ils sont rédacteurs et qui ont juste pas compris la différence entre les deux. Pour des gens qui manient les mots, ça me pose un problème. J'ai croisé des gens qui me disent qu'ils font du dev WordPress, puis quand tu creuses, en fait, ils font l'installation de WordPress et l'installation de plugins. Et encore une fois, c'est pas mal. Assume. Et t'es pas développeur. Quand tu es développeur, tu fais de l'algorithmie et tu fais du dev back. Et il y a un moment, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un WordPress installé. Voilà. Et il y a des gens qui me promettent monts et merveilles sur de la génération de leads. C'est un peu la mode en ce moment. On va faire du copywriting sur LinkedIn. Tu vas voir, ça va te faire plein de leads. Et quand tu discutes avec eux, tu leur dis pas de problème. Moi, je suis prêt à te payer le lead et on va faire même simple. Je te file 10% du projet que je signe. Par contre, il faut le signer. Et en fait, voilà, moi, ce que je cherche, c'est des gens qui sont sincères et qui assument leurs compétences. Et je vois beaucoup de gens qui font, et beaucoup de freelance, qui peut-être par un syndrome de l'imposteur, en font trop. Et bien souvent, quand j'échange avec eux, je me rends compte qu'ils ont d'énormes capacités et d'énormes compétences. Et que juste, je leur dis, n'en fais pas trop, en fait, sois juste toi-même. Donc moi, ce que je cherche, c'est de la sincérité. Globalement, je suis toujours intéressé pour échanger avec nos freelances. Si vous êtes à Lyon ou dans le Grand Lyon, rejoignez-nous dans la communauté des freelancionnés, venez, on est bien. Est-ce qu'il y a des métiers avec lesquels je bosse le plus? C'est assez marrant, on a beaucoup de difficultés à trouver des commerciaux indépendants, des bons commerciaux. Pas des gens qui vendraient mère et père et qui ont les dents qui rayent le plancher, mais des gens qui sont honnêtes et qui ont envie de s'intéresser aux prospects. Et c'est un vrai sujet que de vendre correctement. Et des copywriters, je bosse de plus en plus avec des copywriters et des devs. Je pense qu'on n'a jamais suffisamment de bons devs. Et quand je parle de dev, je parle d'un côté d'intégrateur front et de l'autre côté du dev backend. Pas de dev iOS? Mais pour moi, dev iOS, c'est du dev backend. Ah bon? C'est ma vision des choses. Voilà. C'est la première fois qu'on me dit que je suis dev backend du coup. Parce que c'est surtout front finalement. Mais on est d'accord que le front, il est relié à une interaction back. Ton front, il sert à rien s'il n'y a pas de backend. Alors, je pourrais te dire toujours une mécanique applications. Oui, bien sûr, il y a une mécanique, il y a de l'algorithme derrière, etc. Mais l'application n'est pas forcément connectée à un back-end. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ouais, moi, alors quand je dis back-end, c'est la mécanique qu'il y a derrière. Par exemple, si je te prends un site internet, le front-end, c'est le formulaire. Et le fait que quand tu cliques sur envoyer, on envoie par exemple un formulaire de contact, ça, c'est la partie back-end. C'est la mécanique métier. D'accord. Quand je dis back-end, c'est mécanique métier. Ok, je vois ce que tu veux dire du coup. Très bien. Mais oui, alors des devs mobiles, alors c'est assez intéressant parce que
j'ai commencé ma carrière, si on peut dire. J'ai bossé entre autres sur une mission de 6 mois pour Quechua en tant que chef de projet sur des sujets mobiles. Donc là, j'étais full mobile, chef de projet tech. Euh, mais ça fait quand même. Je suis moins sollicité sur des apps mobiles dernièrement. Je pense que ça doit être mon écosystème. Et puis après, ça dépend des périodes. Je te dis ça et peut-être que la semaine prochaine, je vais être sollicité sur un projet mobile. En tout cas, j'aime les projets, moi, où en fait, il y a potentiellement un back-end. Donc là, on parlait de back-end en tant que back-end as a service ou des microservices derrière, un front-end web, un front-end iOS, un front-end Android. On peut faire des choses qui sont assez magiques, mais je bosse peut-être avec des PME qui n'ont pas ces besoins-là. Quand je bosse avec de la PME industrielle, honnêtement, développer une app iOS, c'est pas la priorité. Bien sûr. Sauf si on fait du développement d'app mobile, par exemple, pour une chaîne industrielle. Ce qui peut arriver des fois, mais la plupart du temps, on se pose pas la question en iOS, Android. En fait, on se pose la question de il nous faut un terminal durci, il est sur quel OS, et derrière, quelle application on va mettre derrière, ou quelle page web mobile, parce que des fois, on n'a pas besoin quand on est dans un environnement fermé. Voilà. Moi, je cherche toujours le meilleur rapport qualité-prix. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Si vous voulez qu'on entre en discussion, le plus simple, c'est Twitter. Donc, Pierre_A. Je suis sur Twitter, je suis dispo. Venez me follow et je suis très ouvert. Si vous voulez qu'on ait une discussion un peu plus longue, mon adresse email, tu pourras mettre mon adresse email. Alors, c'est facile, hein, c'est mon prénom, mon nom de famille.fr. Donc, pierre@amelo.fr. Et si vous voulez qu'on entre en contact sur LinkedIn, c'est aussi possible. Mais je vous en supplie, mettez-moi un petit message avec une intro pour me dire que vous venez du podcast. LinkedIn, je trouve que la messagerie c'est mal foutu et globalement je dois recevoir, ça va faire le mec blasé, mais je dois recevoir 50 invitations par jour et la majeure partie des gens c'est de l'automatisation et c'est pour me vendre des trucs. Et voilà, donc je vais sur LinkedIn 2 à 3 fois par mois, je fais le tri dans les invitations que j'ai et si vous mettez un message, vous avez forte chance que je vous réponde plus vite. Et globalement, si vous voulez rentrer en contact avec moi, canal numéro 1 Twitter, canal numéro 2 email. Et avec grand plaisir pour qu'on échange et pour qu'on se prenne un café à l'occasion, que ce soit en vrai ou par écran interposé. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ton invitation et puis à bientôt. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.